Benjamin inspire toute une génération, qui voit en lui l'espérance d'une vie réussie et respectueuse de la planète. Humaniste et entrepreneur dans l'âme, il casse les codes du business traditionnel en privilégiant la rentabilité plutôt que la croissance. Il innove face au vide faquin perfusé au contenu LinkedIn et stimulé par des levées de fonds dont les médias raffolent. Place à l'autofinancement pour faire grandir plutôt que grossir votre petite entreprise et ainsi vous laisser du temps pour voir grandir vos enfants. En parallèle à son emploi, Benjamin a su tirer parti du web pour développer ses qualités d'artisan et devenir petit à petit indépendant financièrement. Il s'est aligné à ses convictions en produisant sa propre nourriture, il se déplace désormais à vélo et court le marathon en 2h40. Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le monde. À travers ce podcast, il répond à vos questions les plus complexes tout en vulgarisant ses expériences d'entrepreneur et d'intrapreneur. Alors rejoignez l'aventure et vous aussi expérimentez une vie plus équilibrée et surtout alignée à vos convictions. Allez, salut à tous, c'est parti. Aujourd'hui, un titre putaclic comme on aime. Comment j'ai payé ma maison avec mon blog. Alors pour ceux qui suivent, dans le podcast pilote, j'ai brièvement parlé de cette aventure de blogueur, créateur de contenu depuis toujours. Je dirais que depuis l'âge de mes 14 ou 16 ans, voilà, un blog qui a eu, pour les plus anciens, Overblog, ensuite un blog hébergé sur un site web, un forum, on va dire, de passionnés qui proposait de libérer un peu d'espace sur le serveur pour les gens qui veulent aller un peu plus loin que les topics sur le forum. Ensuite, j'ai acheté mon nom de domaine, j'ai créé ma communauté, etc. Et voilà, donc j'ai vraiment fait ça pour le plaisir, ce qu'on appelle en side project, mais c'est resté avec moi de nombreuses années. Je dirais jusqu'à l'arrivée de mon premier enfant, à peu près. On va pas forcément trop en parler ici, je pense qu'il y a des raisons évidentes de temps et de choix. On peut pas tout faire, choisir c'est renoncer, j'aime bien parler de ces choses-là, moins mais mieux. Libérer un peu de la place dans le sac à dos, parfois ça a des vertus. Et surtout quand on s'est déjà bien amusé, etc., on a acquis forcément une expérience, des compétences, un réseau grâce à ça. Enfin, c'est absolument fabuleux. Je me définis avant tout comme un créateur de contenu. C'est ce qui est resté, ce qui a traversé les multiples expériences, je dirais les dénominateurs communs entre mes expériences telles qu'ils soient, que ce soit dans l'entreprise, dans mon entreprise ou mes entreprises, mes business, on va dire, ou dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, où j'ai été intrapreneur, comme j'aime dire. À chaque fois, la création de contenu, telle qu'elle soit, ça peut être un simple texte dans une newsletter ou même des fois un simple commentaire d'ailleurs sur une plateforme, un réseau social comme Strava, tiens, pour les sportifs. Même quand il m'est arrivé de retranscrire, de faire un petit compte-rendu d'une course, d'un marathon sur Strava, c'est impressionnant le nombre de gens qui interagissent, qui likent, etc. Dès que ça sort un peu des sentiers battus, dès qu'il y a un peu de vie, et surtout dès qu'on génère des émotions. Ça, c'est quelque chose que vous entendrez souvent quand on crée du contenu. Il y a des gens, c'est un petit peu comme la photo. Je dirais, il y a des gens qui font des belles photos sur le papier, c'est le cas de le dire, les photos sont nettes. Vous savez, c'est un peu comme les photos qu'on avait sur les almanachs, là, que le facteur vous vendait, là, les calendriers, voilà. Sur le papier, elles sont belles, mais elles valent pas grand-chose, elles génèrent pas forcément une grosse émotion, enfin, etc., etc. Et il y a des gens qui vont avoir un style particulier, qui vont arriver à enclencher des émotions chez vous, c'est assez impressionnant. Donc c'est pareil pour le contenu. Donc on va en parler longuement dans ce chapitre. Il y a énormément de choses. Ça va s'organiser autour de 10 points. Voilà. Le premier point, on va parler de l'hébergeur. Je vais essayer d'utiliser toujours la technique de l'entonnoir. C'est ce que j'aime pour ordonner mes pensées et les partages que je peux faire sur ce podcast. Donc, quel CMS et quel hébergeur choisir, donc quel site, on va dire, quel logiciel, quelle coquille utiliser pour créer votre blog et l'hébergeur. Vous verrez que j'ai évolué aussi à ces sujets. Le nom de domaine versus le nom de votre blog, deux choses différentes, pareil, l'importance de le souligner. La bonne fréquence de publication. Vous allez voir, je me positionne souvent un peu différemment que ce qu'on peut entendre. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de vous partager en toute honnêteté mon expérience, factuellement. Après, libre à chacun de tester, etc., de faire sa propre expérience. Le point numéro 4, les différents moyens de monétiser, notamment dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on fait au début, qu'est-ce qu'on fait quand on fait plus de visites et qu'est-ce qu'on fait quand on devient très gros sur un marché tel qu'il soit. Ensuite, j'ai point numéro 5, mettre les annonceurs au diapason. Vous allez voir, une fois que vous commencez à brasser un peu de visites, vous allez
vous avez toute l'attitude de contacter votre annonceur et de décider un peu plus des règles, on va dire. Ensuite, le bon SEO, donc le bon référencement, point numéro 6. Le point numéro 7, les plus beaux coups que j'ai pu faire. J'en ai gardé quelques-uns, bien entendu, il y en a plein dont je suis fier, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même carrément croustillants. Ensuite, ce que j'avais compris par rapport aux concurrents, ce qui m'a permis, je pense, de faire la différence très clairement par rapport à d'autres. Voilà, sans prétention, pareil, factuellement, je vous donnerai des chiffres. Point numéro 9, les défaites et les leviers que je n'ai pas exploités pour transformer l'essai. Donc ça, c'est important aussi de parler de ces défaites. Voilà, pour éviter que vous reproduisiez potentiellement ces petites erreurs. Si comptez que ce soit des erreurs, hein, ça peut être aussi des choix, vous verrez, de ne pas avoir développé certaines choses. Et ensuite, pour terminer, ça aurait pu faire d'ailleurs l'objet d'un épisode à part entière, les conseils, tous les petits conseils que je vais vous donner pour vous donner la balle. Et pourquoi pas vous aussi vous amuser dans un blog, dans la chouette aventure qui est un blog. Alors il y en a, ça va se passer sur YouTube, ça va être un vlog, il y en a, c'est justement peut-être leur podcast. Maintenant, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Le blogging n'est pas mort, selon moi, sans hésiter. Enfin, franchement, je pense que c'est même une erreur de penser que le blogging est mort. Ça me fait d'ailleurs penser un petit peu, vous savez, à ce qu'on appelle le mailing adressé, dont on n'entend plus parler, donc c'est-à-dire le courrier papier que vous recevez dans votre boîte aux lettres à votre nom. Je suis sûr qu'il y en a certains, il va leur falloir quelques secondes pour se rappeler de ce que c'était, tellement on n'en a plus. Donc aujourd'hui, la pub non adressée, ça on n'en veut pas, c'est pas éco-friendly, c'est de la masse, enfin c'est l'opposé de ce que je conseille, de ce que je veux, avec les stop pubs, etc. De toute façon, le papier coûte de plus en plus cher. Il n'y a rien qui va dans la direction de cette communication qu'on ne souhaite pas, je pense. Après, tout ce qui est digital qu'on connaît, hein, l'acquisition digitale, et par contre, la publicité adressée avec votre nom dessus, elle est peu coûteuse par rapport, elle est très héroïste en fait. On pourra en parler dans d'autres épisodes, vous me dites toujours pareil ce qui vous intéresse, posez d'ailleurs vos questions, c'est l'intérêt de ce blog, c'est bien les questions que vous me posez qui m'inspirent, que je trie et que je traite, et quand je suis très bien inspiré, je me lance et c'est parti. Donc voilà, parlons justement des news, puisque j'ai hésité sur cet épisode. Ces derniers jours, là, on est en début d'année, donc 2024, j'étais un peu sur l'analyse des chiffres du compte d'exploitation, etc., de l'une de mes entreprises. Et j'étais surpris et déçu par les frais que continue de me prendre PayPal sur les paiements. Ça, alors, c'est pas de la naïveté parce que je les connaissais. Donc, pour ceux qui connaissent PayPal, c'est 3%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes payé, vous prenez 100 euros. Un panier moyen, on va dire de 100 euros. Et bien, PayPal vous prend 3%, 3 euros. Donc, c'est comme toujours. Au début, on est content d'avoir PayPal et je les ai défendus. Je les défends encore partiellement parce qu'ils permettent à plein de e-commerçants de se lancer sans installer un module de paiement par carte bancaire que votre banque va vous donner, qui est un peu contraignant à lancer, je vous l'accorde, mais ça se développe quand même de plus en plus. Maintenant, on a Stripe, qui est quand même connu là-dessus et qui est beaucoup plus intéressant. Donc c'est un vrai sujet, je ne vais pas trop vous en dire, parce que je pense que je vais en faire un épisode, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en fait, on a été démarché il y a quelques temps pour le plugin, qu'il fallait changer de plugin, etc. J'en ai parlé, c'est marrant, un ou deux amis également entrepreneurs e-commerce. Ils me disaient que c'était exactement pareil cet été. Vous savez, on est un peu bougon quand on se fait démarcher comme ça, que l'appel vient d'Irlande, etc. Et puis des fois, on attend un petit peu, puis en fait, on se rend compte que ça peut être pas mal. Donc du coup, on écoute. On met en application, c'est ce que j'ai fait. Il y a eu 2-3 frictions. Et je l'ai fait. Et en fait, je me rends compte que c'est, entre guillemets, un attrape-nigo. Donc il n'y a rien de bien méchant. Mais de toute façon, encore une fois, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc si l'entreprise en face paye de l'argent, paye des bonhommes, des gens qui vont passer du temps à faire du calling, à vous appeler, etc., c'est qu'ils attendent un retour sur investissement sur cet appel. Donc si c'est 100% gagnant pour vous, c'est pas forcément... si c'est gagnant de leur côté, en tout cas, c'est pas forcément 100% gagnant chez vous. Donc oui, vous pouvez gagner, ça dépend du prisme. Il y a des intérêts, on peut parler du 3 fois sans frais, par exemple, qui propose avec des bannières. Forcément, en mettant en avant 3 fois sans frais PayPal, il y aura plus de gens qui vont payer avec PayPal. Donc vous allez donner également plus d'argent à PayPal que votre terminal de paiement qui lui va vous prendre moins de 1% de frais. C'est le cas de mon terminal de paiement en l'occurrence sur ce site. C'est aux alentours de 50 centimes en gros par transaction. Enfin, c'est rien du tout par rapport à PayPal. Donc on parle d'un coef de 3 à 6 suivant les modules de paiement que vous choisissez. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que là je suis déjà la tête là-dedans.
Mais en tout cas, moi j'ai envie de mesurer deux choses. J'ai envie de mesurer d'une part le nombre de personnes qui n'auraient pas acheté si elles n'avaient pas vu le module PayPal. Donc ça c'est le point super important que je vais pouvoir mesurer. Parce que quand on est une mailing list, on peut tout à fait être original et demander à ces gens-là, voire par téléphone, voire manuellement sur une dizaine, une trentaine de personnes, tiens, si vous n'aviez pas eu le compte PayPal, est-ce que vous auriez payé avec PayPal? Ça c'est une vraie première question. Et attention aux biais, parce qu'on pourrait tirer des conclusions trop hâtives là-dessus. Mais attention aux biais, c'est leur demander quid des autres sites, parce que forcément, moi je suis sur des marchés relativement monopolistiques, c'est ce qu'on recherche, les niches, etc. On en parle dans ce podcast. Donc quid d'un site beaucoup plus concurrentiel également. Et comme ça, on tirera des vraies conclusions. Et je compte bien vous les partager ici si ça vous tente. Et dans le second temps, l'analyse, c'est de tester, de débrancher le plugin PayPal pour voir ce qui se passe sur les ventes par rapport à N-1. Voir si on a un petit décrochage sur la tendance, si on est sur du plus 30 les 3 derniers mois et que le mois où on a décoché le plugin PayPal, voir si au lieu de plus 30, on est à plus 10 ou plus 15. Forcément, 3%, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Si on enclenche, si on a 4 ou 5 achats sur, 100 euros de panier moyen avec une marge de, 40% net sur vos produits, c'est assez facile de faire votre calcul, de vous dire que, je sais pas, au bout de 3 achats, les frais que vous donnez à PayPal, ils sont justifiés puisque c'est des ventes que vous n'auriez pas fait sans le module PayPal. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais voilà les nouvelles croustillantes qui d'ores et déjà me donnent des idées pour un nouvel épisode. Donc voilà, donc on va démarrer directement au cœur du réacteur. Quel CMS et hébergeur choisir? Je vais essayer d'être succinct et c'est suivant les questions que je verrai. Je ferai peut-être un deuxième volet sur le blogging parce que je suis sûr que ça vous plaît. Je pense être assez légitime. Je vous ai dit que j'étais créateur de contenu. Là, je vous parle de ce blog. Mais j'ai fait d'autres choses, notamment pour des entreprises qui mêlent toujours le contenu rédactionnel, la qualité du rédac, comme on dit rédactionnel, avec des connaissances SEO qui sont fondamentales. Et c'est la formule magique, c'est l'addition des deux, la synergie qu'on arrive à créer entre le SEO et la qualité de la plume qui fait que vous serez le meilleur sur le marché. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, donc le CMS, sans hésiter, WordPress, oui, encore aujourd'hui, WordPress, même si on n'entend parler que de Shopify, on entend parler de Wix aussi, etc. WordPress, ils sont là depuis très longtemps. Toutes les datas vont quand même encore en la direction de WordPress, c'est-à-dire les datas factuelles. Pas ce que vous disent les influenceurs qui sont sponsorisés par Shopify, parce que Shopify génère beaucoup d'argent avec sa LTV, donc la LTV de ses clients, donc la lifetime value de ses clients, avec un système d'abonnement. Oui, c'est très rapide, Shopify. Il y a plein d'intérêts à Shopify dans le e-commerce. Mais quand on a besoin de référencement, de contenu, de pérennité dans son contenu, je pense que WordPress, ça reste la référence. Donc voilà, premier point. L'hébergeur, c'est là où j'attire votre attention parce que pendant très 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 longtemps, j'ai travaillé avec j'ai perdu le nom, OVH, voilà, tout simplement. Pourtant, j'en ai passé du temps sur leur site. Alors c'est pareil, je me fie jamais que à mon instinct, j'essaye de pas tirer des conclusions hâtives d'une friction telle qu'elle soit, du fait que j'ai une difficulté, etc. Je demande toujours à des experts autour de moi. Je profite toujours pareil de la communauté et du réseau pour confirmer ou pas ce que j'ai constaté. Et force est de constater quand même que OVH est de plus en plus compliqué. Comme beaucoup de sites, ils ont grossi, peut-être un peu vite, je sais pas. Mais la fiabilité, la stabilité des services qu'ils proposent devient de moins en moins compétitive et de moins en moins intéressante par rapport à d'autres acteurs. Pareil, je ne peux pas rentrer dans le détail, si ça vous plaît, je pourrais vous faire même une intervention d'un spécialiste là-dedans, qui m'a déjà aidé d'ailleurs dans ce qu'on appelle le growth, donc la croissance passe également souvent par l'optimisation d'images, je pense à Imagify pour l'optimisation des images ou enfin, tout ce qui peut permettre de faire accélérer votre site pour que le référencement se fasse mieux, que Google apprécie mieux l'expérience de vos utilisateurs sur votre site. Mais factuellement, une fois de plus, même en ayant tout optimisé, j'avais encore des lenteurs sur le site. Et j'ai vu un vrai gros changement le jour où je suis passé chez O2Switch. Donc ça faisait plusieurs personnes experts qui me parlaient de cette petite entreprise française, dans le sud-ouest, il me semble. Donc pareil, moi, les planètes, elles s'alignent à partir du moment que j'ai 2 ou 3 personnes en qui j'ai confiance, pas forcément des influenceurs, enfin en tout cas ils le sont avec moi, je me fais mon avis et ensuite j'actionne. Et donc je suis passé chez O2Switch et c'est le jour et la nuit à tous les niveaux pour l'instant. Rapidité, c'est avant tout ce que je recherchais. Stabilité, parce que vous êtes sur des serveurs en général partagés quand vous avez des petites structures.
mais du coup le partager, ça peut être bien et pas bien, quoi. Quand c'est trop partagé, que c'est trop instable, vous en payez forcément les frais, et Google n'aime pas, etc. Donc voilà, O2 Switch pour l'instant c'est tip top. Donc voilà, WordPress, O2 Switch si vous démarrez pour le point numéro 1. Point numéro 2, quel nom de domaine et nom de blog? Donc ça c'est quelque chose, pareil, on a tendance à donner encore trop d'importance, c'était vrai à l'époque mais ça l'est beaucoup moins, voire plus du tout selon les experts SEO, de choisir une URL, donc un nom de domaine, en lien avec, en lien direct, termes sémantiques, etc., à votre marché. Je m'explique. Si vous vendez, je sais pas, des chaussettes, il y a une grosse concurrence, machin, vous arrivez à voir que l'URL, je sais pas, chaussettes de France, elle est disponible. Hop, vous pourriez dire, mais ça va être super, les gens, quand ils vont taper chaussettes made in France, je vais tomber d'ores et déjà premier. Alors, c'était le cas avant. Selon moi, c'est encore un peu valable. Les experts SEO vous disent que plus du tout. Donc, pareil, n'hésitez pas à me faire vos retours à vous. Je pense que quand le nom de domaine colle vraiment à votre marque, à ce que vous voulez partager comme philosophie, ça peut être quand même intéressant. J'ai envie de dire, il y a aucun intérêt à ne pas le faire, vous voyez-le comme ça. Donc je pense que ça reste une bonne démarche, donc d'avoir le même nom de domaine que le nom de blog. Quand c'est possible, c'est top. Mais ne réfléchissez pas trop, ne tombez pas dans un nom de domaine trop beubeux, trop bateau, pas assez clivant, etc. Soyez plutôt original, parfois avec des noms. Pensez plutôt à marque, branding. Pensez à un nom qui va être facile à retenir, qui va être potentiellement facilement utilisable dans un autre pays. Enfin, vous voyez, pensez plutôt comme ça, comme une marque de fringues, et pas comme le prisme d'un expert référencement. Donc ça, c'est le premier point. C'est en gros, pas hésiter à trouver une URL complètement différente de votre nom de blog, s'il le faut. Le nom de blog, vous verrez que c'est ce que retiennent les gens. Ça, c'est des questions que je me posais. Souvent, on se demande si les gens tapent l'URL donc dans la requête Google pour vous trouver, c'est-à-dire l'intention est de vous trouver parce qu'ils ont entendu parler de vous, par exemple. Est-ce qu'ils tapent le nom de l'URL ou le nom de votre blog? Le nom de votre blog, en général, il est écrit en haut sur la bannière, il est écrit sur les réseaux. Enfin voilà, c'est votre nom à vous, quoi. Et donc, je dirais que 95% des requêtes, comment on appelle ça, de marque, quoi, de ce que recherchent les gens pour vous trouver, c'est votre nom de site, votre nom de blog et pas votre URL. Moi, j'ai fait des sites où les URL étaient entre guillemets moches, pas belles, enfin peu retenables. Et bien, 95% des gens tapaient le nom de la marque ou le nom du blog pour nous trouver. Donc ça, c'est super important. Il faut savoir également que tout ce qui est publicité, si vous souhaitez passer par la pub plus tard, vous pouvez en plus renommer le nom de votre URL pour qu'elle soit plus sexy. Au lieu d'avoir un grand nom de domaine longuet, peu sexy dans une publication, vous pouvez tout à fait mettre une URL beaucoup plus courte. Autre possibilité, vous pouvez acheter une URL, ça ne coûte rien du tout, acheter une URL qui redirige, sans parler de référencement, juste acheter l'URL parce que vous estimez qu'elle est sympa, qu'elle ressemble. Vous pouvez aussi l'acheter, enfin vous pouvez vous amuser avec vos URL, c'est qu'un outil, voilà. Et un outil qui a de moins en moins d'importance aux yeux du référencement, donc globalement qui a de moins en moins d'importance pour vous. Donc c'est vraiment le deuxième sujet et le deuxième conseil, c'est que vous pouvez complètement dissocier le nom de votre blog qui lui doit être puissant, impactant et le nom de domaine. Point numéro 3, la bonne fréquentation de publication. Alors ça, c'est la question qui me revient le plus dans les formations, interventions que je peux faire, que ce soit moi en indépendant ou pour des entreprises. C'est tous les combien il faut publier, tous les combien il faut publier, etc. C'est un truc de fou. Le temps, l'encre qu'on passe sur des sujets qui n'ont pas tant d'importance. Ça m'a impressionné. C'est pareil dans tout. Je ferai souvent la comparaison au sport, au running. L'encre qui est coulée sur la bonne chaussure à acheter. Je trouve ça tellement drôle parce que quand on commence à cavaler, ce qui est mon cas, on rigole, vous savez, sur les lignes de départ avec les copains, de voir le temps que passent les gens à se palucher, excusez-moi l'expression, sur le matériel, notamment sur les chaussures. Quand je vois le prix des chaussures maintenant, les Vaporfly de chez Nike pour pas les citer, alors que ça nous fait gagner, je crois que le matériel il fait gagner les 5 secondes au kilomètre. Enfin, c'est rien, quoi, c'est anodin, quoi. C'est un petit peu comme ceux qui ont des vélos à 8 000 euros, 10 000 euros. Des fois, vous êtes obligé de mettre plusieurs centaines d'euros pour gagner 10 grammes sur un pédalier, sur un accessoire. Enfin bref, c'est devenu un peu n'importe quoi la course au matériel. De toute façon, vous n'êtes pas dupe, vous le voyez dans tout. La course la course à la consommation en quelque sorte. Et en fait, l'essentiel les leviers principaux de progrès sont omis complètement et voilà. Donc la bonne fréquentation pour vous répondre, pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire si vous arrivez à publier 3 fois par jour et que c'est qualitatif, faites-le.
Ce qui prime dans le contenu, c'est exactement comme la localisation dans l'immobilier. On dit toujours qu'il y a 3 priorités dans l'immobilier. C'est en premier, il y a la localisation, en 2, la localisation, et en 3, la localisation. Eh bien, le contenu, j'adore le résumer de cette manière. Le plus important, c'est la qualité du contenu. Ensuite, c'est la qualité, et en 3, la qualité. Qu'importe que vous publiez 1 fois par semaine, 3 fois par semaine ou 5 fois par jour, ça n'a pas d'importance. Vaut mieux publier 1 fois par semaine, d'accord, de la qualité, que 3 fois par jour de la mauvaise qualité. Voilà, c'est si simple que ça. Maintenant, vu que vous aimez des repères, moi je pense qu'un bon équilibre, et ensuite avec mon expérience, c'est-à-dire entre le temps que ça vous prend, l'énergie que ça prend par rapport aux résultats, je trouve dans mon cas, avec l'équilibre de vie que je souhaite, les multi-activités, etc., que, allez, 1 post minimum par semaine, ça me semble un minimum, et 3 par semaine, ça me semble bien quand on est actif. Donc du coup, là, l'équilibre se trouve entre 1 et 3 posts par semaine sur votre blog. Voilà. Voilà, je parle bien d'un blog de passionné. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des blogs inhérents, annexes à un web shop, donc, qui a pour but de ramener du trafic, où là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est différent, c'est plus la priorité. Moi, je parle vraiment du blog de passionné, hein, vous avez compris. Vous voulez écrire sur, je sais pas moi, le jardin, sur la collection de la philatélie, la collection de timbres, je dis n'importe quoi, la pêche ou ce que vous voulez, etc. Pour ma part, c'était un blog outdoor sur l'aventure, pêche et sac à dos, c'était le terme. Donc voilà, comme ça je vous le partage en toute franchise. Il est encore en ligne, mais depuis des années, il n'est plus du tout mis à jour, donc il est dans les bas-fonds de Google, même s'il génère encore du revenu passif, on pourra en parler, et du trafic, mais je m'en occupe plus du tout. Donc voilà, point numéro 4, les différents moyens de monétiser. Donc ça va vous plaire. Je me bois un petit café. On est pas mal. Alors. Attends, je regarde, je me pose. On est à 20 minutes. Je regardais pour voir un peu où j'en suis. Parce que, voilà, ça pourrait être mon défaut, vu que j'aime parler et j'aime partager, à vous prendre trop de temps. Après, vous me direz, hein, pareil, j'attends vos retours là-dessus. Combien de temps, selon vous, la bonne formule pour vous? Est-ce que c'est plutôt du 30-40 minutes? Est-ce que c'est plutôt du 1 heure comme je fais actuellement ou plus long? J'écoute beaucoup les podcasts comme Génération Do It Yourself qui parlent très très longtemps. Et même quand le contenu j'adore, j'ai du mal à passer 3 heures en fait. Donc voilà. Donc les différents moyens de monétiser. Alors là c'est très intéressant, hein, parce que n'oubliez pas le titre. Putaclic, mais qui est vrai, hein, je ne m'amuse pas à mentir non plus, c'est comment j'ai payé ma maison avec mon blog. Donc automatiquement, donc vous doutez bien, je n'ai pas payé l'intégralité de ma maison avec, mais c'est vrai que ça a été une part importante dans mes revenus, donc j'aime me tarer et provoquer avec ça, parce que c'est une réalité, c'est du revenu passif, c'est intéressant. Alors oui, il y a beaucoup de vanity métriques, hein, de métriques qui flattent un peu notre ego de créateur de contenu, quand on est au milieu de tout ça en plus. Voilà, d'ailleurs il y a des petites précautions à faire, ça pourrait être un autre sujet d'ailleurs, des précautions, voilà, je l'ai déjà vu, hein, dans les coachings, etc., des gens qui ont du mal à gérer, et notamment je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, où c'est encore beaucoup plus addictif, parce qu'on est vraiment dans l'instantané, etc. Ça c'est des vrais sujets dont je pourrais vous parler, d'ailleurs j'ai des amis qui sont coachs sportifs, pour le coup je baigne dans le sport depuis des années, et c'est impressionnant de voir la différence entre ce que vous voyez en story et ce que eux me donnent. Donc ça a aussi des coachs mentaux et qui ramassent à la petite cuillère l'athlète parce qu'il n'a pas été sélectionné, je sais pas, pour les JO. Et derrière il y a des stories toutes souriantes, etc. pour ses followers, quoi. Donc voilà. Donc les différents moyens de monétiser. Donc on commence en général. Ça c'est dès les premières visites. Je vous donnerai un peu des steps, hein, de visites par mois. Moi, le blog, je peux vous le dire d'ores et déjà, j'aurais pu vous le dire au début, il est monté, c'est ma fierté, à 95 000 visites mensuelles. Voilà. Donc, il faut savoir que c'était des pics, hein, c'était un pic, c'était en hiver, parce qu'en hiver, je traitais les sujets de ski. Et le ski, ça reste un marché très, très colossal, et il n'y avait pas grand monde dessus. Donc, du coup, je me frisais sur ces sujets. Donc, ça oscillait, allait entre 50 000 et 90 000 visites mensuelles en moyenne. Donc, il y a des années, de toute façon, c'était en croissance tous les ans, hein, il y a des années où je dépassais le million. Donc ça, c'est intéressant de se dire, wow, 1 million, donc sur 65 millions de Français, j'ai touché 1 million de Français qui ont vu mon blog. Et ça, je le vivais sur le terrain. La petite fame que je construisais dans ma niche, c'était impressionnant le nombre de gens qui me disaient « Ah mais je vous ai déjà vu dans une vidéo, peut-être me dit quelque chose », etc. etc. Je pourrais pas vous donner en 10 ans le nombre
d'anecdotes croustillantes, mais c'était impressionnant. J'allais sur un salon, les gens ils me reconnaissaient, et puis c'était marrant quoi. Je faisais gagner, allez je vous place celle-là, ça me faisait rire, mais je faisais gagner des fois donc les produits que j'avais en dotation, je les donnais ou je les revendais ensuite. Et des fois, un coup, je me rappelle, on m'a carrément demandé un autographe quoi sur le livre en question ou le DVD, je sais plus. Et c'était trop marrant parce qu'en fait, quand on est dans son petit cocon, on est comme tout le monde, quoi. Mais sauf que aux yeux de la communauté, on est quelqu'un, quoi. Et je trouve ça trop marrant. Donc voilà, je vous le partage. Donc premier point pour les différents moyens de monétiser, c'est la dotation. Très vite, de toute façon, vous allez être sollicité. Si vous avez envie d'accélérer, demandez-les. Demandez aux marques sur votre marché, je peux tester votre matériel, etc. Donc ça, c'est bien au début, ça flatte l'ego, c'est cool, ça fait du matériel gratuit. Donc ça, très vite, c'est un classique de l'influenceur, d'un blogueur. La dotation, on vous envoie, en échange, vous écrivez un article, vous faites ce que vous voulez. En général, vous pouvez rarement défoncer l'article, mais quand on est honnête, on n'hésite pas à relever quand même les petits points nègres. En tout cas, les marques intelligentes, je pense à celle de chez Decat parce que j'ai beaucoup bossé avec, apprécient complètement qu'on souligne un truc qui ne va pas parce que c'est la manière dont on répond à ces frictions, à ces objections qui va faire la valeur de la marque. Putain, je suis fier de cette phrase. Et c'est vrai, hein, c'est un peu comme l'avis négatif. C'est la manière dont vous allez répondre à l'avis négatif qu'on vous a laissé qui va faire votre pub en fait. Hein. Donc voilà. Ensuite, le point numéro 2, donc la dotation, je dirais que c'est, allez, jusque entre 0 et 10 000 visites mensuelles à peu près. Allez, 5 à 10 000 visites mensuelles, comme ça vous avez une idée. Ensuite, point numéro 2, quasiment en parallèle ou dans la continuité, c'est l'affiliation. Il y a des plateformes d'affiliation sur Google, vous tapez affiliation, vous tapez, je sais pas, affiliation Decathlon, affiliation Amazon, affiliation Corsica Ferry, je vous cite affiliation eBay hein, également d'ailleurs, etc. Moi j'étais affilié, alors ça c'est intéressant parce que les fois on me dit ah oui mais en fait tu es affilié avec tout le monde, mais comment tu peux être indépendant? Mais en fait ce qui est super sur le web, c'est que vous pouvez être affilié avec tout le monde. Donc en fait quand tu es affilié avec tout le monde, c'est comme si tu étais affilié avec personne, donc tu peux tout à fait casser du sucre sur un produit vendu par, je sais pas moi, EcoSport, et ensuite vendre un de leurs produits, vanter un de leurs produits. Il n'y a pas de souci là-dessus en fait. Parce que quand vous faites un article objectif sur un sujet, eh ben vous allez faire des liens vers des différents sites, si vous voulez, avec qui vous êtes marié en quelque sorte, maqué. Et c'est ça qui crée une certaine indépendance. Donc moi, j'avais aucun souci de ça, franchement. Donc vous pouvez tout à fait être indépendant. Donc deux trois exemples qui sont croustillants. Donc moi, je vous l'avais dit dans le podcast pilote, donc je travaillais chez Decathlon et j'étais affilié à Decathlon. Et Decathlon, comme les autres, ils vous donnent entre 8, donc ça, notez-le bien, entre 8 et 12% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est quand même monstrueux. Hein. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous parlez d'un produit sur, je sais pas, pêcheur.com, Amazon ou Decathlon, vous parlez d'un simple bâton de randonnée quand vous avez fait une randonnée dans les Alpes avec votre conjointe, par exemple, et ben le Decathlon, si la vente s'enclenche chez cette personne pendant les 30 jours, ça c'est intéressant, 30 jours, ce serait une journée, ça serait compliqué. Amazon, il me semble, c'est encore du très court, c'est le problème avec Amazon, mais la plupart des annonceurs, c'est 30 jours. Donc ça veut dire que la personne se renseigne dans votre tunnel, votre funnel, elle se renseigne avant d'investir, d'acheter, elle veut aller à tel endroit dans le monde, elle prend l'avion, elle se décide, ça y est, elle a bu vos paroles, elle a écouté votre contenu, elle en a écouté d'autres. C'est la dernière personne, le dernier site sur lequel elle clique qui récupère cette commission de 10%. Donc c'est énorme, hein, 10%. Faites un calcul rapide, vous verrez, mais que vous avez très très vite des revenus d'affiliation. Et après, bien sûr, la plateforme prend quelques frais, mais en gros, c'est aux alentours de 10%. Donc ça, c'est le deuxième point. Pour ça, il faut postuler à ces annonceurs sur ces plateformes-là, hein, qui centralisent. Vous avez quelques jours de validation de votre site, donc il faut qu'ils tiennent la route, on va dire. Mais ça, c'est un gros business. Moi, le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, c'est la poule aux œufs d'or, en fait. Et j'étais presque gêné, c'est pour ça que je le dis en toute transparence, en plus, j'y travaille plus. C'est de travailler chez Decathlon, d'avoir d'apprime sur ce que je vendais en magasin, entre guillemets, hein, quand je dis ce que je vendais de façon indirecte, mais en tout cas d'être primé sur un résultat comme plein d'entreprises. Et derrière, quand je parlais de ce même produit à titre perso sur mes réseaux, de reprendre 10%, enfin, imaginez la puissance, quoi. Donc voilà, moi j'ai des sites, c'était tellement énorme que, parce que au début, c'est souvent un avoir qu'on vous fait. Vous savez, quand vous n'êtes pas sur une plateforme, vous faites du direct, vous êtes petit, c'est souvent, un avoir qu'on fait sur le site pour vous permettre d'acheter du matériel. Ça évite en plus fiscalement de devoir faire une facture, etc. On pourra en reparler. Et
Et donc voilà, et très vite, comment on peut générer des revenus très conséquents. Le troisième point, c'est une méthode un peu à l'ancienne, mais qui au final me rémunérait quasiment le plus, parce que quand on a compris le truc, ça va très très vite, c'est le CPC, donc le coût par clic. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que la personne sur votre article, elle clique sur un lien, toujours pareil, un bâton de randonnée standard, vous faites un lien vers Decathlon, vous faites un lien vers, moi c'était Snow Leader, voilà, je peux les citer, un pur player du web que j'ai vu grandir, et ben à chaque fois qu'il clique sur le lien dans mon article, et ben je gagne 20 centimes. Voilà. Donc ça c'était ce qu'il me donnait de mémoire. Donc ça c'est énorme, hein. C'est des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros pour eux. Quand ils se sont lancés, moi je pourrais vous montrer, hein, j'ai encore des copies d'écran tellement j'étais impressionné. Sur un seul hiver, donc sur 3 mois à peu près, c'était plus de 100 000 euros qui étaient générés sur leur site grâce à mes articles. Voilà. Vous faites un simple article sur une paire de skis ou quoi que ce soit. À l'intérieur de cet article, vous pouvez très bien mettre un lien vers les bâtons de ski sur le site decathlon.fr. Donc là, vous prenez vos 10%. D'accord. Et ensuite, un lien vers Snow Leader, le concurrent de Decathlon. Et là, vous prenez 20 centimes à chaque clic. Donc imaginez si vous êtes bien référencé, ce qui était mon cas quasiment sur tous les sujets que je traitais, je tombais premier sur Google, parce que je vous expliquerai comment après. Et je faisais comme ça des revenus. Enfin, c'est énorme. Et quand votre article il est fait, il reste dans le pipe, quoi. Autant qu'il est référencé, autant vous engendrez ce qu'on appelle du revenu passif. Et c'est là où ça reste croustillant. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on y reviendra d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est beaucoup plus éphémère avec les réseaux sociaux, donc beaucoup moins pérenne pour les influenceurs. C'est là la limite pour moi du système actuel. Avec un peu d'expérience, je vous le dis. C'est qu'à mon avis, on reviendra, et on y est hein, quand même. Il y a des malins qui continuent d'avoir du contenu, même les créateurs de podcasts, et moi ça va se faire, je pense. Ils créent quand même leur site pour pouvoir avoir du contenu texte, pour que Google référence, etc., ce contenu, et puis que ça enclenche des revenus passifs de cette manière. Voilà, le dernier point, en tout cas moi j'ai vécu de ces 4 points-là. Il y en a d'autres, on le verra, que j'ai pas fait avec du regret ou pas. C'est le dernier point, c'est l'article sponsorisé. L'article sponsorisé, moi j'ai eu des très très grandes marques qui m'ont acheté, pareil vous pouvez le vérifier, donc il y a Norditrack pour pas lister, il y a Zalando, il y a la Principauté d'Andorre, le jour où ils m'ont contacté, pareil j'en revenais pas, je me rappelle, j'étais sur ma terrasse en été, ils me contactent, donc c'est pas le pays lui-même mais son agence de com qui souhaite développer le tourisme dans le pays, qui me contacte pour me demander un article. Et moi je me rappelle, je voulais pas le faire parce qu'on était à la limite sur l'alignement, vous savez la ligne éditoriale que je voulais, on était à la limite, je maîtrisais pas trop, j'y suis jamais allé, enfin ça m'embêtait d'écrire juste pour toucher mon billet. Et donc pour pas le faire, j'ai doublé le prix que je fixais habituellement. Donc à l'époque ça peut vous paraître peu, mais je crois que c'était 150 € que je demandais. Donc pas de facture, rien. Il faut s'imaginer quand même les prémices du blogging. Enfin moi je crois même pas que j'avais de quoi facturer à l'époque. Enfin je vous parle de ça il y a 10 ou 15 ans. Les débuts. Donc voilà, et donc j'avais doublé, ils avaient accepté quand même. Et aujourd'hui, où maintenant je vois la valeur que ça, un article comme celui-ci, j'aurais pu le vendre avec les visites que je faisais, entre 800 et 1500 €. Donc vous voyez, à l'époque, en fait, pas étonnant que tous les pure players, les DNVB, donc les pure players du web, hein, ceux qui ont un site vraiment online uniquement, pas étonnant qu'ils me contactaient, quoi. Et d'ailleurs, je ne comprenais pas à l'époque comment ils me retrouvaient, mais en fait, j'étais tellement bien ranké donc dans les algorithmes et tout ça, qu'il y a les robots, SEMrush pour pas les citer, détectaient qu'il fallait avoir un article chez moi en fait, hein, sur mon propre blog. Donc alors là ça va très vite parce qu'article sponsorisé, comme je vous l'ai dit, 150 €, donc on peut imaginer par rapport au pouvoir d'achat peut-être quelque chose à 250 € aujourd'hui. Et ça va très vite quoi, hein. C'est donc un article sponsorisé dans l'attente du client. Je vous le dis, le cahier des charges, pareil, quelque chose qu'on ne voit pas toujours, c'est en général minimum 300 mots. Voilà, minimum, c'est ce qui est demandé, avec un backlink, donc un lien dans cet article vers le client en l'occurrence, donc Zalando, sur un ancrage précis. Ça veut dire qu'il faut que les mots qui soient cliquables, ça soit des mots très précis. Et ça, c'est une logique de ce qu'on appelle de netlinking ou de link building, donc de construction de maillage de liens sur le web. On en parlera dans le SEO ou dans d'autres épisodes si vous le souhaitez. C'est un pilier du référencement pour avoir de la notoriété sur son site web, donc pour que Zalando soit encore plus connu aux yeux de Google. Il faut que Zalando aille mettre des liens qui pointent vers son site à droite, à gauche. Donc les connaisseurs SEO, ils vont trouver ça tarte à la crème, mais pour les non-connaisseurs, et je suis sûr qu'il y en a, sachez-le.
Du coup, ça marche dans les deux sens. Si vous avez votre webshop, vous êtes e-commerçant, et ben vous avez compris l'intérêt d'aller mettre des liens intégrés naturellement et qualitativement sur différents blogs, etc., notamment si ces blogs sont reconnus aux yeux de Google. Donc voilà les 4 points, je pense qu'il y a déjà beaucoup de détails croustillants pour vous. On va passer ensuite au point numéro 5, mettre les annonceurs au diapason. Donc ça, c'est l'étape d'après. Donc je dirais qu'à partir de 30 000 visites mensuelles, à peu près, je pense qu'on commence à peser. Moi, je vais être franc. Comment je l'ai découvert, ça? Je ne l'ai pas découvert avec les visites parce que personne ne m'avait dit qu'au-delà de 30 000, on commençait à peser. J'ai découvert en demandant à mes annonceurs, quand je leur demandais par mail ou par téléphone, quand on commence à les avoir au téléphone, c'est bon signe. Je prends l'exemple de Snow Leader, donc c'était Julien Audigier, je crois, de mémoire, pour ne pas le citer. Je donne des noms parce qu'en fait, c'est 100% positif et bienveillant et ça vous permet aussi, vous, d'aller vérifier parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de beaux parleurs dans les podcasts sur le web qui ont des choses à vous vendre et tout ça, donc voilà. Donc c'était Julien, je m'en rappelle, parce qu'on a construit en partie leur renommée ensemble. Enfin, je dis ça de façon modeste, j'étais pas le seul, mais voilà. Et quand je lui demandais, je lui dis, mais tiens, ce que je vous rapporte concrètement par rapport à d'autres, c'est comment je me situe, donne-moi de la data pour que je me rende compte. Et à chaque fois que je demandais, j'étais dans le top 3 d'apporteurs d'affaires. Donc ça veut dire que j'apportais autant à Snow Leader qu'un magazine comme Ski Magazine, Montagne Magazine, etc. Et là j'ai eu une révélation. Je me suis dit, non mais c'est énorme ce qui est en train de se passer. C'est énorme. En plus, j'avais un ami qui était Denis Fortuné, je le cite aussi, s'il m'écoute, qui était chef pub, donc responsable de la pub pour les éditions Nivéal. Donc c'est les magazines que vous connaissez, Ski Mag, Montagne Mag, etc., Grimper, etc. Je sais pas où ils en sont économiquement, c'était déjà compliqué à l'époque à Grenoble. Quand j'y allais, c'était impressionnant de voir tous ces skis, ces magazines qui s'empilaient, Enfin bref. Mais du coup, j'ai connu ce tournant à me dire, mais en fait, attends, les mecs, ils sont 8-10 à devoir être payés dans le magazine, à prendre des photos, à se décarcasser, à faire du print, du papier. Moi, je suis le petit blogueur qui fait ça en plus de mon travail. Et putain, je gagne autant que eux, forcément, parce que les commissions d'affiliation sont les mêmes pour tout le monde. Et surtout, j'apporte des dizaines de milliers d'euros à mes annonceurs, mais il y a quelque chose à faire. Donc c'est comme ça que j'ai continué, que j'ai construit comme ça un petit empire, aussi modeste soit-il, parce qu'on ne vend pas un produit en tant que tel, vous le verrez, je vous le dirai, il ne faut pas le faire pour vendre et gagner sa vie, il faut le faire par passion. C'est pour ça que j'ai gagné de l'argent, c'est parce que je le faisais par passion. Donc voilà, donc mettre les annonceurs au diapason, moi je vous donne un ou deux exemples. C'est une façon un peu de commencer à imposer sa loi, donc ça faut pas le faire pour faire le fanfaron, faut le faire parce que ça a fait sens. Moi dans les exigences que je demandais, donc c'était jamais de bannière. À chaque fois qu'il y avait de la bannière, la bannière elle devait être créée par mes soins, c'est-à-dire elle devait être exclusive à mon site. Je voulais surtout pas mettre des packs de bannières comme ils proposent tous, qui clignotent dans tous les sens, parce qu'à l'époque j'avais déjà compris que de toute façon, avec l'arrivée des devices, de tout ce qui se fait sauter les bannières intrusives qui nous embêtent, mon blog n'aurait plus de valeur. Donc je voulais pas de bannière, et quand j'en avais, ça devait être de la bannière exclusive, c'est-à-dire créée visuellement pour moi. Donc ça, j'ai réussi. J'avais des bannières sympas, du coup, qui attiraient beaucoup plus l'attention que ce que les gens voyaient sur tous les autres blogs. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable, que ce soit par vous. Aujourd'hui, sur Canva, vous pouvez le faire. Et vous allez mettre votre bannière, parce que l'URL que vous mettez quand les gens cliquent, il faut juste que ce soit l'URL qu'on vous donne qui est traquée. Ensuite, deuxième petit point, parce que là on est dans l'anecdote, pêcheur.com, numéro 1 de la pêche en Europe, en tout cas à l'époque, je ne sais pas où ils en sont. Je sais qu'en rentabilité c'était un peu compliqué, et c'est pour ça que d'ailleurs Decathlon s'en est séparé il y a quelques années. Mais c'est quand même le numéro 1 en volume de chiffre d'affaires. En tout cas, ça l'était. Et pareil, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, c'est qu'en fait j'avais juste un avoir. Donc je cumulais des centaines et des centaines d'euros. J'arrivais pas à les dépenser parce que de toute façon avec les dotations j'avais tout ce qu'il fallait, pas de besoin, et puis moi je suis pas dans une logique trop consumériste. Donc au bout d'un moment je dis non mais attends, mon système là, ça va pas le faire en fait, parce que si demain je veux entre guillemets en vivre au moins sur le papier, même si je veux pas en vivre à 100%, je vous expliquerai pourquoi. Il y a quelque chose qui est pas viable quoi. Les avoirs, on vit pas avec des avoirs. Je vais pas acheter des pâtes avec les 1000 euros que j'ai sur tel site ou les 3000 euros que j'ai sur l'autre quoi. Donc j'ai demandé, j'ai dit écoutez, si vous voulez qu'on continue, moi je veux du virement quoi. Et donc j'ai réussi à obtenir ça aussi. Et donc on est passé de revenus d'avoir, j'appelle ça, de carte cadeau, voyez-le comme vous voulez, à du cash, Et ça c'est vachement important. Et j'ai réussi, c'est pour ça que je vous le dis, parce que c'était un coup de poker. En fait, j'étais encore trop modeste, je me pensais encore trop petit. Même si les annonceurs me disaient, et d'ailleurs pêcheur.com c'était le cas, j'étais encore aussi là dans le top 3 des apporteurs d'affaires. On va dire que tu as les 2-3 très gros magazines et très gros sites, et ensuite tous les petits blogueurs qui mangent les miettes de pain dans l'idée. Et là, j'arrivais des miettes de pain à la cour des grands, quoi. Et donc c'est passé aussi. Donc là, j'ai commencé à faire mon cash, etc. Donc n'hésitez pas.
dans ce point numéro 5, mettre les annonceurs au diapason, à imposer vos règles, intelligemment bien entendu, mais à un moment donné, il faut savoir le faire parce que vous allez accélérer, vous allez scaler, comme on dit, accélérer votre croissance, même si ce n'est pas ma volonté de départ. Donc voilà pour ce point numéro 5. Là, je me rends compte qu'on a des choses à dire. Et je me limite, franchement, je me limite. C'est vous dire le nombre de choses en quelques années que j'ai pu vivre. Ensuite, le bon SEO. Allez, le bon SEO, c'est parti. La première chose, bien sûr, c'est d'étudier les requêtes. Donc ça, c'est du basico-basique, mais pareil, on essaie de rendre difficile des choses qui sont simples à comprendre, surtout dans le référencement. C'est qu'en fait, quand vous tapez une requête dans Google, donc vous tapez, je sais pas moi, ski de randonnée, quand vous tapez randonnée, Google va vous proposer une prédiction de choses, mais en fait, ces prédictions, elles sont faites sur ce que les gens y tapent. Donc en fait, c'est basico-basique ce que je vous dis. Quand vous tapez voyage, je sais pas moi, aller en Corse, ou aller en Corse, et ben, ou alors je sais pas, Corse, et ben vous allez avoir des gens qui vont taper en dessous les questions qui sont proposées par Google. Ça va être écrit un peu plus bas, où aller en Corse, quelle compagnie maritime prendre pour aller en Corse, quel avion, etc. Et donc en fait, je me servais de ces requêtes, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez encore faire et que je fais encore d'ailleurs dans mes business, c'est du basico-basique, il n'y a pas besoin de payer. Et donc l'idée c'est d'écrire sur ces requêtes. Donc que ça soit dans le titre, le plus important en référencement c'est le titre de votre article. Donc on va prendre l'exemple des voyages. Quand j'allais en Corse, j'en ai fait le GR20 avec ma compagne, j'ai pris des notes, j'ai les bons plans, tout ça avec la tchatch, j'ai fait un guide du routard, d'ailleurs j'ai pris le step d'après les guides du routard, c'est Bibi qui l'a pris en partie, je n'étais pas tout seul mais en partie. Donc en fait vous tapiez où aller en Corse, et en fait je tombais premier, donc imaginez la puissance de la chose, que ce soit du matériel pour le GR20, que ce soit le tourisme pour le petit village à Pigne dans le nord-ouest, pour ceux qui connaissent. Voilà, ou Corsica Ferry, ou je sais plus comment que c'était l'autre, avec qui j'étais affilié. En fait, dans tous les cas, l'article me rémunérait, quoi. C'est ça qui était super. Pigne, encore une fois, vous pouvez contacter le maire, il vous le confirmera. Un article, en ayant intégré juste ce petit village touristique dans l'article, l'année d'après, c'était blindé, on pouvait même plus rentrer dans le village. Je vous assure que c'est vrai. Le maire, je me rappelle, m'avait fait envoyer des cadeaux, donc de la confiture, etc. Mais le geste, j'avais trouvé ça fort, quoi. En fait, c'est comme toujours, on ne se rend pas compte derrière l'écran la puissance, on voit des chiffres, mais c'est dans la vraie vie, sur le terrain, qu'on s'en rend compte. Que ça soit sur la renommée, que les gens vous reconnaissent, comme je vous disais, ou des choses comme celle-ci. Et ça, pour l'histoire de Pigne en Corse, ça fait, j'en ai pas 10 000, mais c'est un exemple, j'en revenais pas, quoi. Et donc, automatiquement, les gens qui vont en Corse vont avoir besoin d'être transportés. Donc, souvent, ils prennent le ferry, d'accord, dans le sud pour traverser la Méditerranée. Et là aussi, Corsica Ferry, vous intégrez le petit widget que vous avez trouvé sur la plateforme d'affiliation pour Corsica Ferry. Et boum, tous les gens qui réservent dans les 30 jours après avoir lu votre article, vous prenez votre commission de 10%. Donc imaginez là aussi, ça ne ment pas ce que je suis en train de vous dire, je ne l'invente pas. Et donc j'avais régulièrement, de mémoire, en plus c'était à partir de 100 € qu'ils enclenchaient le paiement, j'avais régulièrement un petit virement Corsica Ferry de 100 € parce que j'ai écrit 3 articles sur la Corse, quoi. Et même les amis ou les collègues de travail qui allaient faire le GR20 me disaient « Oh, je suis tombé sur ton article et tout ». Et vu que je n'ai jamais dit que j'avais mon blog chez Decathlon, pour les raisons d'indépendance que je vous ai évoquées avant, et ben c'était juste énorme parce qu'en fait pour eux c'était juste un article qui ressortait, enfin ils voyaient pas la puissance derrière le rideau, donc c'était absolument croustillant. Ensuite, toujours dans le SEO, je me suis noté faire la part des recherches par rapport au nombre de résultats pour trouver les pépites. Exemple, réglage, fixation, ski. Alors ça, c'est quelque chose qui permet de travailler ce qu'on appelle sur la longue traîne. Donc la longue traîne, c'est quand vous avez plusieurs mots dans la requête. Donc au lieu de taper voyage Corse, votre titre, vous n'avez pas à l'appeler voyage Corse. Par contre, des gens qui tapent comment aller en Corse, ça c'est une longue traîne. Donc comment aller en Corse, vous allez faire un article autour de ça. Comment aller en Corse, vous allez balayer tous les moyens d'y aller, les bons plans, etc. Et là, automatiquement, si votre article est puissant, et c'est assez facile encore aujourd'hui, et ben tac, vous serez premier. Donc ça, c'est plus intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de viser, 50 000 personnes qui recherchent par mois voyage Corse, vous allez viser seulement 5 000 personnes qui tapent où aller, comment se déplacer, où aller, comment aller en Corse. Je ne sais pas si c'est clair. Mais ça, c'est important. C'est encore un truc qui est sous-exploité selon moi. Soit les experts, ils vous le disent pas parce qu'ils complexifient, ils adorent ça parce que ça crée de la valeur à leur métier, clairement. Ils n'ont aucun intérêt à vulgariser à part quelques pépites comme, je ne sais plus comment elle s'appelle, Amandine de Wallaxy, que j'aime bien mais qui n'a rien inventé, ça me fait toujours rire.
parce que c'est vraiment basico-basique, mais au moins elle l'admet, elle le dit, donc c'est ça qui est cool, elle a le mérite de vulgariser, c'est très bien. Mais le SEO, c'est vraiment très très simple, hein, franchement. Donc, faire la part des recherches par rapport au nombre de résultats pour trouver les pépites. Donc ça, c'est simple. Vous regardez le nombre de recherches d'un mot-clé, on va dire, et vous regardez le nombre de personnes qui ont écrit dessus. Comment faire rapidement? Vous allez sur le générateur de mots-clés, vous tapez générateur de mots-clés Google ou Google Trends. Donc ça, c'est les deux outils. Google Trends, c'est pour vraiment les trends très, très grosses, connues, etc. Sur les niches, vous tapez générateur de mots-clés Google. Donc là, il va vous donner toutes des idées de mots-clés parallèles. Moi, je m'en sers encore aujourd'hui sur tous mes business. C'est facile. Vous tapez, je sais pas moi, voyage Corse, et il va vous mettre plein d'autres choses autour de ça. Et là, vous allez écrire votre article autour de ces choses-là. Et quand vous tapez votre long trend, donc le titre de votre article, pour voir un petit peu comment se positionnent les concurrents, si compter qu'il y en ait, et ben vous allez regarder juste en dessous votre requête dans Google le nombre de résultats que vous avez sur ces mots-clés-là. Et c'est le rapport entre les deux qui va vous donner vos potentiels. Je suis sûr que vous allez comprendre. Écoutez tranquillement à tête reposée cette partie. Vous analysez vraiment le nombre de recherches sur les outils Google que je vous ai évoqués. Vous les mettez vous les divisez par le nombre de résultats dans Google. Vous faites un tableau et c'est comme ça que vous arriverez à écrire, en tout cas à vous décider dans votre choix d'écriture sur un sujet. Alors je vous rassure, mon but c'était pas de faire du business, donc j'écrivais sur ce que j'avais envie. Mais la tournure de mon titre était décidée par rapport à ce que je viens de vous évoquer. Et aujourd'hui, on le disait déjà dans les magazines, aujourd'hui, la plupart des rédacs vous le diraient, y compris dans les magazines ou dans les bouquins, c'est qu'on passe autant de temps sur les titres, sur le titre, que le reste de l'article. Et ça, c'est quelque chose que je continue d'appliquer globalement. Hein, mais en gros, il y a autant de travail sur les titres de l'article, l'organisation et le titre, que tout le reste, que les 300, 800, 1000 mots que vous faites. Donc voilà. Ensuite, dans les bons SEO, là c'est tous des petits tips que je vous donne, que j'essaye de vous apporter un peu de valeur supplémentaire à ce qu'on pourrait voir à droite à gauche. Intégrer les outils Google comme My Maps sur un trip ou des vidéos YouTube. Ça, c'est des paris que j'ai fait depuis des années. Encore une fois, c'est comme la recette Coca-Cola, on vous le dit, ça ne sera jamais écrit, Google vous le dira jamais. Mais aujourd'hui, il est évident de comprendre que si vous utilisez l'outil, je pense à My Maps que peu connaissent, qui est trop bien, qui permet de créer votre propre carte Maps avec vos puces et tout, quand vous voyagez, c'est absolument fabuleux, c'est très très simple à prendre en main. Quand vous créez votre carte, en Corse, vous mettez les bons plans, les bons restos, les bons trips, les bons endroits pour se baigner, vous intégrez cette carte avec le code, de façon classique comme une vidéo YouTube, à votre article, Google automatiquement détecte que vous avez utilisé son article. Donc lui, il veut quoi Google? Il veut que vous restiez chez lui. Donc si vous incitez les gens à utiliser ces outils, Google va encore mieux vous référencer. Voilà, c'est si simple que ça. C'est pareil avec YouTube. Quand vous créez une petite vidéo YouTube, vous l'hébergez sur YouTube, vous intégrez le code dans votre article, boum, un point supplémentaire, etc. etc. Donc pensez-y parce que des outils Google, il y en a plein. Et profitez-en parce qu'il y en a plein qui sont pratiques et qui sont sous-exploités. C'est pareil avec Google My Business pour les e-commerçants, qui est encore à mon sens sous-exploité. Je vous invite à creuser et qui est fondamental dans le référencement. C'est prouvé, les experts le savent encore une fois, mais se cache de vous le dire. Dernière chose, dans les gros piliers, générer des backlinks avec des interviews. Et j'ai noté voler la fame. Alors ça, c'est honnête de ma part, mais s'il y a des amis qui ont été interviewés, ils vont rigoler. Mais aujourd'hui, quand vous êtes débutant, j'aurais pu le placer en premier sur un blog, une création de contenu. Une des premières choses que je vous conseille de faire, c'est d'aller interviewer des gens qui ont déjà de l'influence, en fait. Parce qu'aujourd'hui, à part des stars, il n'y a pas grand monde qui va rechigner à se faire interviewer. Parce que quand vous interviewez quelqu'un, vous flattez son ego, donc la personne, en général, elle est contente. Si en plus, vous êtes qualitatif dans vos questions, dans votre contenu, dans votre vidéo, etc., et ben la personne, elle va être contente d'avoir une belle interview explicative de lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très important. Donc moi, ce que je faisais, j'interviewais de façon périodique, une fois par mois, une personne. En plus, en termes de rédac, c'est elle qui fait le boulot à votre place, petite parenthèse, parce que l'interview, contrairement à une vidéo, c'est facile de la faire par mail à distance. Donc vous mettez vos questions, il faut qu'elles soient très très pertinentes, d'accord? La personne y répond, vous écrit le texte, et toutes les personnes... on va dire qui ne sont pas des stars, mais des micro-influenceurs, voilà, seront ravis de voir votre interview. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on est ravi de s'entendre dans un podcast ou dans une émission radio ou à la télé? Qu'est-ce qu'on fait? On partage à sa propre communauté. Donc en fait, la personne que vous interviewez va faire votre travail de backlink. Vous savez, le fameux backlink dont les entreprises payent
que payent très cher. Hein. Un backlink, c'est, je sais pas, de nos jours, entre 300 et puis ça peut monter à 2500 euros sur des sites, je sais pas, comme le Figaro, etc. Donc vous imaginez. Donc demain, avoir des backlinks gratuits, des personnes que vous interviewez, qu'elles vont mettre sur leur site, y compris sur les réseaux sociaux, au-delà même du référencement, ça vous fait une visibilité qui est exceptionnelle. J'appelle ça voler la fame. Désolé, mais voilà, je vous le dis comme je le dirais à un ami, vous volez la fame, donc l'influence de ces personnes, et ça c'est un gros accélérateur, hein. Ça c'est clair et net, et je vous conseille encore aujourd'hui de le faire. Il y en a qui ont très bien compris le truc. Alors ils le font sur YouTube essentiellement. Le problème de YouTube, c'est que c'est chronophage, quoi, hein. C'est que dès qu'on est sur du contenu vidéo, on le sait, il faut un certain niveau, donc il faut soit du financement, il faut soit tout ça. Mais dans le contenu texte, c'est encore, entre guillemets, méconnu, ou je pense que ça n'a pas été assez exploité, en tout cas à mon avis. Voilà. Donc voilà pour le point numéro 6. Ensuite, on a le point numéro 7. On est à combien là? On est déjà à 50 minutes. Hein. Les plus beaux coups. Bon, si on dépasse un peu, vous m'en voudrez pas. Il y a tellement de choses, et je vous assure, j'ai condensé, il y a encore plein d'autres anecdotes. Les plus beaux coups de mon blog, je vais essayer de vous en donner un ou deux. Donc c'est pas les plus beaux coups, c'est quelques beaux coups. Alors, le premier, il est rigolo parce que j'en ai parlé au podcast pilote, c'est « Je suis touriste et je skie en Wedze ». Donc quand vous tapiez Wedze, pourquoi c'est une réussite? C'est quand vous tapiez Wedze. Hein. Donc Wedze, c'est la marque de ski de Decathlon, donc mass market par excellence. Enfin, je sais pas, moi, c'est devenu... Enfin, les gens, c'est marrant, n'ont pas conscience. C'est comme Quechua, vous savez, Quechua, ou les gens qui savent même pas le prononcer. En fait, tout le monde a une polaire Quechua à la maison, même les mecs les plus classes, ils ont une polaire Quechua, au moins pour aller dans le jardin ou je sais pas, sortir le chien. Mais il y en a encore plein qui n'identifient même pas ça à la marque Decathlon, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme Nakamura pour les VTT de chez Intersport, quoi. Il y a plein de gens qui savent pas que Nakamura, c'est la marque de distributeur d'Intersport. Donc bref, Wedze, si vous le voyez, vous allez tilter, mais Wedze, c'est plusieurs milliards de mémoire dans le monde. C'est la marque d'ailleurs numéro 2 dans pas mal de familles de produits. Je pense aux fixations de snowboard. Non, même numéro 1. Je crois que c'est la... En fait, Decathlon, il y en a plein qui ne le savent pas parce qu'ils s'en vendent pas. Je crois que le vélo, c'est le deuxième plus gros vendeur de vélos, je crois, en France. Enfin, en fait, on ne se rend pas compte du niveau de quantité qui sortent, parce qu'en fait, c'est une mauvaise image de se vanter des quantités qu'on sort de nos jours, parce qu'on est dans du mass market, on est dans du consumérisme, mais on ne se rend pas compte des quantités qui sortent. Je crois que c'est le deuxième vendeur de vêtements en France, par exemple, alors que jamais on y aurait pensé. On va se dire, bah non, les vendeurs de vêtements, je sais pas, c'est H&M, c'est tout ça. Non, c'est Decathlon, donc c'est monstrueux, en fait. C'est pour ça que, du coup, il y avait des kiffs à surfer. J'avais un océan bleu devant moi, et d'ailleurs il existe encore, hein, cet océan. J'ai d'ailleurs eu des idées que j'ai pas faites parce que c'était pousser le bouchon un peu loin, mais que je pourrais vous partager si vous avez le temps. Mais il y a des choses encore à faire qui sont fabuleuses, hein, avec Decathlon, enfin en parallèle comme ça, quand on a compris certaines choses. Donc j'avais écrit « Je suis touriste et je skie en Wedze ». J'avais pris le contre-pied de l'élitisme des créateurs de contenu, ça on en parlera aussi un petit peu plus loin. Mes réussites, je pense, c'est ça, c'est d'avoir compris qu'il faut prendre les contre-pieds de ce que tous les autres font, comme dans la vie, comme dans tous les jours, comme dans le running, dans la nutrition, dans la façon de consommer, hein, dans le business. C'est observer la masse et vous faites l'opposé. Et vous êtes à peu près sûr de réussir. C'est si simple que ça, non mais vraiment. Donc voilà, donc je suis touriste et je skie en Wedze, je pense que vous avez compris. En fait, j'en avais marre, je skie moi depuis tout petit, donc beaucoup de ski hors-piste, freeride, avec des gens d'un niveau national, voire international. Et eux, c'était toujours rigolo pour eux, parce que j'avais des fringues Wedze, voilà, je les payais pas forcément ou peu cher. Et eux, ça les faisait rire. Mais moi, ça me faisait rire parce que j'étais meilleur qu'eux ou aussi bon pour dévaler les pistes, et sauf que j'étais en Wedze. Et eux, ils étaient, je me rappelle, en The North Face, enfin, ils en avaient pour 5 fois plus que moi sur leur peau pour la même pratique. Enfin voilà, bref, on rigolait toujours de ça, donc j'ai dit, allez, il faut que je m'amuse, je vais montrer quand même, je vais écrire, et je vais crier tout haut qu'on peut être très très fort et skier en Wedze sans habiter à la montagne. D'où le nom, je suis touriste et je skie en Wedze. Donc vous voyez, ça c'est une longue traîne, entre guillemets, mais en tout cas, on peut tout à fait cartonner littéralement sur un mot-clé qui est Wedze. Et finalité, résultat de l'histoire, je tombais premier devant même le site de la marque de l'époque. Alors ce serait peut-être plus le cas maintenant parce qu'ils ont compris le truc, hein. J'ai contribué d'ailleurs à comprendre l'importance d'avoir des sites de marque, des sites vitrines de marque bien référencés pour le branding, la notoriété. Mais je tombais devant eux, donc imaginez à l'instant la puissance. Quand vous tapez Wedze, vous tapez Wedze dans Google, que c'était mon petit blog
sur lequel j'écrivais entre midi et deux, qui tombait premier, quoi. Enfin voilà, au-delà du cash, du cashback, de ce que ça pouvait engendrer, parce qu'à l'époque c'était pas énorme, d'ailleurs, Decathlon, ce qui me rémunérait, pour la petite histoire, parce que le site n'avait pas encore connu l'engouement qu'on a eu après, et justement j'ai contribué au développement du site derrière, parce que Decathlon avait bien compris ce que j'avais fait avec mon blog, a fini par comprendre, c'est ce que je vous explique dans le podcast pilote, le lancement de ce podcast, c'est qu'ils ont fini par me retrouver, et puis ils se sont dit, non mais attends, minute papillon, tu vas pas te casser et puis vivre de ton blog, non, tu vas nous apporter un peu ce que tu sais, et puis voilà quoi, et après on pourra te dire au revoir, mais non mais je rigole, mais c'est un peu ça dans les grandes lignes, donc voilà. Ensuite, un deuxième sujet croustillant, c'était Garmin, pour ceux qui connaissent, donc les montres numéro 1 mondial du GPS. Ils avaient sorti ce qu'on appelle la Phoenix, pour ceux qui connaissent, donc une montre à plus de 500 balles, il y en a même à 800 euros je crois aujourd'hui, enfin c'est une montre, une référence chez les runners sportifs outdoor. Et donc la numéro 3 était sortie, donc ça tombe bien, je commençais à avoir les petites alertes sur tous les blogueurs concurrents, la Phoenix 3, machin, les magazines, un peu comme le dernier iPhone. Et moi je me suis dit, attends, moi je l'ai testé la Garmin, donc je la testais, moi j'achetais mes produits ou je les prenais en test chez Decathlon parce qu'on avait le droit de bénéficier de ce service. C'est croustillant. Je rigole parce que j'ai des amis déjà qui ont écouté les premiers épisodes et qui me disent, putain, t'as pas peur et tout. Mais moi ça m'éclate. Je testais, parce que j'étais en règle, donc je testais mon produit, je le ramenais, on a le droit chez Decathlon de service test. D'ailleurs, vous, en tant que client, vous avez le droit. Et je savais que nous, on avait le droit en tant que client, donc j'étais à l'aise. Je me disais, de toute façon, j'ai le droit, je le prends, je l'abîme pas, je le teste. J'ai pas besoin d'acheter de matériel comme les numériques, pour pas les citer, ou d'autres pour qui c'est vraiment un besoin de finance quand on veut rester indépendant, pour tester comme ça. J'achète, je teste, je fais mon article, je le ramène. Donc en fait, j'ai fait ça avec la Garmin Fenix 3. Et moi, j'étais déçu, quoi. Je me dis, attends, c'est pas du tout ce que je vois. Le GPS, c'est pas fiable, ça, c'est pas abouti. Enfin, j'ai toujours été critique, mais moi, dans ma pratique, ça me convenait pas. Je me suis dit, attends, ils vendent tous le truc, c'est quoi cette arnaque, quoi. Donc moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu vas t'éclater, tu vas surfer sur la vague, tu vas mettre Garmin Fenix 3, 10 raisons de ne pas l'acheter. Et ben voilà. Donc ça, je l'ai fait. Forcément, tous les gens qui ont eu des problèmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans Google, ils ont tapé problème, machin. Ils tombaient sur qui? Ils tombaient sur Bibi. Donc en fait, en numéro, je sais pas si j'étais numéro 1, peut-être deuxième lien, vous tapiez Garmin Fenix 3 avis, enfin tous ces mots-clés, Garmin 3, et ben je tombais premier en fait. Donc je suis passé devant tous les gens qui vantaient la Garmin alors qu'ils n'étaient pas alignés. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien l'alignement qui fera que vous réussissez. Donc certes c'était putaclic, par contre je ne trahissais pas, j'avais de la copie d'écran derrière. Alors ce qui était énorme, c'est que je me faisais assassiner par plein de haters. Et moi, je comprenais pas parce que j'étais pas habitué à ça, quoi. Je veux dire, je faisais pas de mal à une mouche. Je me disais, mais pourquoi il me défonce? Mais en fait, c'est logique. En référencement, quand vous tapez problème Garmin, que vous avez mis 600 euros dans votre montre et que vous tombez sur l'article de Bibi qui vous dit qu'il faut pas l'acheter, bah, vous êtes quand même pas dans une attitude très, très sympathique, quoi. Donc automatiquement, les mecs me défonçaient. Bon, rien de méchant, mais en mode, enfin, en gros, t'abuses ou je sais pas quoi, mais c'était des haters, quoi. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que, comme toujours, et ça, on en parlera encore dans d'autres podcasts, c'est que les haters, c'est eux qui vous font la meilleure pub. Donc, quand vous avez mis votre fierté, votre ego de côté et que ça vous fait rire, comme moi, eh ben, vous frottez les mains, quoi. Donc, voilà. Ensuite, il y avait où aller en Corse, où aller en Irlande, où aller au Maroc. Enfin, bref. En fait, tous les endroits où j'allais, eh ben, je refaisais un petit article en rentrant ou des fois dans l'avion au retour, etc. Et pareil, ça tombait premier. Donc, ça, où aller en Irlande, où aller en Corse, vous pourriez vous dire, mais non, c'est pas possible parce que personne n'a pensé à faire ça. Donc en fait, où aller en Irlande, où aller en Corse, etc., je tombais premier. Donc là, je vous passe les revenus d'affiliation. Sur le Germain, je vous ai parlé de Corsica Ferry. Au Maroc, Irlande, c'était un peu moins flagrant. Enfin, en visite, c'était au-dessus. Donc Irlande, c'était au-dessus. Je crois que c'était le numéro 1 dans les visites qui généraient. Mais en revenus d'affiliation, des fois, c'est pas toujours évident. Et puis, le tourisme online n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Donc, j'avais pas autant de revenus que je pourrais faire aujourd'hui dessus. Donc, ça, je vous le dis honnêtement. Par contre, en référencement en trafic, c'était monstrueux, quoi. Ensuite, réglage, fixation, ski. Donc, ça, c'est les plus beaux coups. Alors, réglage, fixation, ski, dans YouTube, vous pouvez encore tomber dessus, vous allez rigoler. J'avais des gros joues, je faisais plus de sport et compagnie. Et j'étais en chemise et j'étais dans une buanderie sur des machines à laver chez mon frère. Pourquoi je vous raconte ça? Ça doit vous alerter, vous faire réfléchir sur votre business à vous actuellement ou sur votre blog. C'est qu'en fait, mon frère avait acheté ses skis sur online. Donc, bien sûr, il avait profité de mes services, des conseils, notamment de mes articles ou au téléphone. Il achète ses skis chez EcoSport, pour pas lister, donc un de mes partenaires qui cartonnait et qui cartonne encore, je crois, que j'ai vu aussi grandir en DNVB. Et il achetait
Et donc, il les reçoit et le jour du réveillon, je vais chez lui, je fais la route, tout ça, repas de famille, machin. Il me dit, tiens, bah, je pourrais juste me régler mes skis parce que régler ses skis, c'est pas évident. Et pareil, Decathlon, sa chasse gardée et d'autres skiman auront aucun intérêt à vous apprendre à régler vos fixations de ski parce que c'est ce qui leur permet de vivre. Que vous continuez d'acheter des skis en magasin parce que justement, la friction de ski non réglée, euh, elle est là quoi sur le web. Alors maintenant, ils ont trouvé des moyens et tout, je vais pas rentrer dans les détails, mais à l'époque, il y avait cette friction. Donc moi, je me suis dit, bah écoute, toi, tu as le droit en tant que particulier. Alors, il y a une histoire de responsabilité derrière. Decathlon, forcément, ils nous sensibilisaient là-dessus et ils ont raison. En cas de gros pépin de la personne, potentiellement, elle pourrait se retourner contre vous si vous les avez réglés. Mais bon, moi, je les réglais pas directement. Je faisais juste une vidéo avec beaucoup de précautions en disant, bah voilà, pour info, je règle mes skis. Là, je suis dans la buanderie avec mon frère. Je dis à mon frère, vas-y, mets mon bonnet. Et c'est mon frère qui me dit, écoute, ben, j'ai tapé régler fixation ski ou je sais plus quoi dans Google. Il y a rien, quoi. J'ai dit, écoute, Nico, j'ai mon réflexe. Prends mon appareil photo, réflexe. Je mets un bonnet pour être fun. On se met sur ton sèche-linge, ta machine à laver, je te les règle en 2 secondes. Je fais la vidéo et vous pouvez aller voir sur YouTube, réglage fixation ski. À mon avis, il y en a d'autres depuis, mais vous regarderez les vues, je vous raconte pas de bêtises, c'est monstrueux. Et ce qui est super dans cet article, c'est que j'expliquais aux gens comment le faire et je leur disais, donnez-moi dans les commentaires votre poids et votre taille et votre niveau de ski, enfin les 2-3 questions qu'on doit poser. Et moi, je leur donnais via un outil qu'on a tous sur Google qui s'appelle IsoSki. Enfin, c'est des tableaux en fait, tout simplement. Vous mettez le poids, la compression, etc. Enfin, ce dont vous avez besoin. Ça vous donne les 2 réglages qu'il faut faire. Et je leur répondais. Donc en fait, j'enclenchais des commentaires en leur disant donnez-moi vos réglages, j'apporte de la valeur, je vous dis exactement ce qu'il faut que vous utilisiez. Je le ferai plus maintenant, parce que ça me prendrait du temps. Mais le rapport entre ce que ça me rapportait en visite, en référencement, de générer des commentaires, il était plus important que le temps que ça me prenait, si vous voulez. Et aujourd'hui, si je le refaisais, je l'automatiserais. Soit je mettrais quelqu'un qui s'en occupe, soit je l'automatiserais, je me débrouillerais. Mais voilà, c'est des idées croustillantes, des anecdotes croustillantes, mais qui doivent vous permettre de dupliquer ces choses-là sur votre business actuel. D'accord? On génère du commentaire, donc de l'interaction, donc des bons signaux pour l'algorithme. Et donc cet article, vous tapiez réglage fixation ski dans Google, je tombais premier. Ma vidéo tombait première. Sur YouTube, en dessous de la vidéo, il y avait l'URL de mon blog. Le blog parlait de mes annonceurs, Snow Leader, Decathlon et compagnie. Donc à chaque fois que les gens cliquaient sur, je sais pas moi, l'article Comment choisir ses skis en 2024, les gens achetaient bien sûr les skis online de plus en plus sur Snow Leader ou EcoSport, ou il y avait je sais plus quel site aussi, et Achaski d'ailleurs, dont certains qui ont disparu, et moi j'enclenchais toutes les commissions en fait des ventes générées, et vu qu'il n'y avait personne qui avait écrit dessus, c'est Bibi qui s'en mettait dans les poches quoi. Donc voilà. Ensuite, les vidéos sur YouTube avec plus de 2 millions de vues. Alors ça, quand je les regarde maintenant, j'ai honte tellement sur la forme, elles sont pourries. Mais vous verrez que j'avais compris des choses qui faisaient que ça marchait à l'époque et que ça marcherait encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est aux antipodes de ce que tout le monde vous dit de faire. Vu que n'oubliez pas, c'est la masse. C'est en faisant ce que fait la masse que vous n'y arriverez pas. Et c'est en faisant l'opposé de ce que fait la masse que vous différencierez et que vous réussirez. Donc en fait, je me suis amusé à regarder il y a quelques temps. Je crois que j'ai dépassé les 2 millions de vues sur YouTube. Donc sur des niches, c'est quand même pas mal. Je vous défie un peu de faire ça sur une niche de sport, de collectionneur ou je ne sais quoi. Mais en gros, à chaque fois, j'avais un concept. C'est-à-dire qu'à chaque vidéo, l'exemple des fixations de ski, il fallait que ça soit fait dans la buanderie, il fallait que j'ai une chemise et puis un bonnet sur la tête pour faire parler les gens, parce que j'ai de l'autodérision, j'ai pas de problème d'ego, et donc chaque personne qui m'aime, des haters, se moquait ou tout ça, moi, ça me faisait ma renommée, mes visites derrière, et donc mon cashback pour la partie financière, même si c'est pas ce que je recherchais très franchement. Donc voilà pour les plus beaux coups que j'ai fait. On va passer maintenant au point numéro 8. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Bon, moi je me prends pas la tête, vous avez compris, au montage, etc. En général, j'enregistre tout d'une traite. En fait, l'idée, le podcast, en fait, j'ai plein d'inspirations liées à des questions que je peux avoir, à droite, à gauche. Et je réponds à travers un épisode de podcast. Donc j'ai énormément de sujets décrits, liés à des questions qu'on m'a posées ou des choses qui me sont venues. Et sur mon inspiration, le contexte, etc., je balance mon épisode. Le but, c'est que ça ne me prenne pas de temps. C'est pour ça que j'adore le podcast pour le créateur, contrairement à une vidéo YouTube qui prend du temps. Je trouve que c'est un super rapport temps
bénéfice-valeur quoi pour l'auditeur. Enfin ouais, je trouve ça fabuleux. Et d'ailleurs, un bon lien encore avec le blog, mais ouais, c'est un bon moyen de partage, de give back. Et pour la petite histoire, le blog, j'aurais pu vous l'expliquer d'ailleurs dès l'introduction, mais au moins pour ceux qui écoutent tranquillement ma douce voix de l'oncle Ben, vous aurez l'info. À la base, c'est né de ça, hein, c'est qu'en fait, on me posait trop souvent les mêmes questions. J'étais déjà dans une logique FAQ à batcher vraiment, à réunir tout sous le même... ouais, dans un seul article, on va dire, plutôt que répondre à Alain ne pas lui faire bénéficier forcément de tout ce que j'ai sur le sujet. Puis, enfin voilà, je suis rationnel, mon temps est précieux comme tout le monde, donc voilà. Et ça a fonctionné. Alors, ça me prend pas forcément moins de temps, mais ça touche 1000 fois plus de personnes que son cercle d'amis, quoi. Donc voilà, donc le podcast est né de ça, hein, je me prends pas la tête, ça fait longtemps qu'il se dessine, qu'il est dans la tête, je le mets au même niveau qu'écrire un bouquin, je pense que je dis pas que c'est une normalité, mais quand on entreprend, qu'on réussit, plus ou moins, hein, mais en tout cas qu'on réussit, qu'on avance, en tout cas qu'on arrive à aller là où on souhaite aller, je pense que c'est vrai, c'est vraiment une normalité, une nécessité de donner du contenu comme ça au plus grand nombre de cette manière, que ce soit à travers un bouquin ou un podcast. Donc, on continue. Ce que j'avais compris par rapport aux concurrents. Voilà. Si je devais m'analyser, en tout cas si on me posait la question, et qu'est-ce qui est différenciant chez l'oncle Ben sur son blog par rapport aux autres, si je devais m'analyser, pareil, factuellement, honnêtement, avec moi-même, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai enchaîné juste après avec la partie 8, sur les défaites et les leviers que je n'ai pas exploités. Comme ça prouve toujours le côté objectif, voilà, tel un sportif. Je prends souvent l'exemple du sport, parce que je trouve que c'est flagrant dans l'entreprise, je m'en sers beaucoup du sport. Donc là, c'est pareil, soyons factuels, soyons honnêtes avec nous-mêmes, c'est le seul moyen d'être dans le top 1%, comme dit mon ami Théo Lyon, là. Je suis complètement d'accord avec ça. Si on veut être vraiment dans le top 1%, je ne vais pas dire le meilleur, parce que vouloir être le meilleur apporte son lot de déconvenus, mais être au moins dans le top 1%. Voilà. Allez, on redémarre dans ce que j'avais compris. Donc, en premier lieu, j'ai surfé sur la vague de la GoPro, des GoPro plutôt. Donc j'ai dû débuter le blog, c'est la petite anecdote, peut-être avec la GoPro numéro 2 pour ceux qui ont connu, plutôt que vous donner des dates, ça va faire rire ceux qui l'ont vu naître. Ensuite, il y a eu la 3, la 4, donc on va dire que j'ai écrit, j'ai développé ce blog entre la GoPro numéro 2 et la GoPro numéro 4. Bref, alors pourquoi j'avais compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris, et c'est encore le cas d'ailleurs ces derniers temps, parce que je me suis amusé à publier des petits contenus, j'ai rien dit à personne, mais ils ont obtenu leur viralité, aussi comme quoi le concept dans le temps fonctionne. C'est que j'avais compris une chose, c'est que tout le monde mettait la GoPro soit sur le casque pour les skieurs ou sur le harnais, que ce soit tous les sports outdoor, hein, de toute façon, sur le harnais, vous savez, pectoral. Et moi, dès le début, je me suis dit, il y a quelque chose qui me pose problème, j'appelais ça le doom-like, quoi, enfin voilà, quoi, qui se défend complètement d'un point de vue business pour GoPro, hein, d'être en immersion et de partager ces choses de cette manière. Mais moi, toujours pareil, j'ai dit, non, il faut que je prenne le contre-pied de ça. Et je me suis dit, si les gens s'identifient à l'oncle Ben, à Benjamin, ils veulent le voir un maximum. C'est pour ça que les réseaux sociaux cartonnent, les stories, etc. aujourd'hui, mais c'est comme ça. On s'identifie à des personnages pour se construire depuis notre plus jeune âge, et puis au fur et à mesure, on construit notre personnage, et puis plus on grandit, plus on gagne en maturité, plus notre personnage, quelque part, devient nous-mêmes, s'aligne avec qui on est vraiment, comme j'aime dire, plus suivant l'éveil que vous avez, hein, c'est du spirituel après. Et après, on n'a plus besoin de s'identifier à un personnage, en tout cas pour la plupart des gens, parce qu'il y a des gens qui, par leur comportement, de façon intrinsèque, auront toujours besoin de s'identifier, et heureusement, j'ai envie de dire, pour des créateurs de contenu comme moi, mais vous avez compris, c'est comme les leaderships, ceux qui ont besoin d'être leadés et ceux qui ont besoin d'être leaders, etc. Et donc moi, j'avais compris cette chose, que les gens s'identifient avant tout à un personnage, donc que je suis, que j'incarne. Et ce que j'ai fait qui est complètement différent, c'est que j'ai décroché la caméra, la GoPro de mon plastron, de mon casque, etc. Enfin, je ne l'ai pas décroché, je l'ai fait dès le début. Et j'ai acheté un tripode que je continue de conseiller d'ailleurs dans mes formations et tout ça. Un tripode, ça coûte 15 €, petit trépied mobile que vous accrochez à une branche d'arbre. Je mettais en route la GoPro avec, un retardateur, et retardateur photo ou
comment que c'est là, une télécommande, et j'enclenchais, et donc les gens me voyaient dans mon élément, et ça c'est important, ils me voyaient pêcher. En fait, je faisais ce que faisaient les gens avec une vidéo, une caméra à l'époque, quand vous avez un reportage sur un freerider, un snowboarder de l'extrême ou ce que vous voulez, bah, on voit le personnage dans l'écran, quoi. Donc je me suis servi de la GoPro immersive. J'avais quand même peut-être quelques plans quand même sur le thorax, les moments où je voulais mettre les gens dans le cœur de l'action. Mais de toute façon, je faisais quasiment pas de montage de mémoire. Donc voilà, mais en tout cas, j'avais intégré. Donc ça, c'est super important dans ce que je vous dis parce que ça fonctionne encore. Quand je travaillais pour les communautés, pour Decathlon, donc le développement des communautés, le community manager au sens strict, dans mes formations, je le donnais, c'est un pion concret qui marche, l'avant-après est mesurable facilement dans les interactions. C'est au lieu de se filmer, ou même de se faire un selfie dans la continuité qui est pour moi, entre guillemets, horrible, même si voilà, ça peut fonctionner, mais ça ne me convenait pas non plus, et ben, c'est de prendre le retardateur et soit de mettre le time-lapse, donc le retardateur de photo, une photo qui est prise toutes les X secondes, vous savez, sur les téléphones ou sur la GoPro. Pour les photos et pour la vidéo, bah, c'est de se prendre, de faire 3-4 petits rushs quand on est en train de courir ou en VTT et puis de mettre tout bout à bout et votre vidéo elle marchera beaucoup plus que de face, quoi, enfin en selfie, voilà. Donc ça c'est super important. D'ailleurs, au-delà de la vidéo, les photos, moi je vous le dis, c'est pas la prétention de photographe, mais j'ai gagné carrément, j'ai gagné des, comment on appelle ça, des concours photos. Sans prétention, parce que les photos que j'envoyais, c'était les photos que j'avais prises de façon pour ma communauté, et qui ont été prises à la GoPro avec le retardateur. Et l'un de mes secrets, je peux le dire maintenant, à l'époque je le disais pas trop, parce que c'était excellent, je constatais que ça fonctionnait, c'est qu'en fait je mettais le time-lapse toutes les 1 seconde ou toutes les demi-secondes, une photo était prise, et donc en fait quand vous avez 150 photos d'une scène précise que vous voulez capter, et ben vous en avez forcément 2 ou 3 des photos qui sont ouf. Voilà. Et ça, c'est super important. Moi, en plus, c'était beaucoup de la pêche parce que j'adore ça. Et donc, quand on a pris un gros poisson, bien souvent, c'est très dur de se photographier. Donc, les gens, souvent, n'ont pas de belles photos si on n'a pas un photographe avec nous. Et donc, moi, je donnais l'impression d'avoir toujours mon photographe, alors qu'en fait, j'avais mis quoi ? J'avais mis le time-lapse toutes les 1 seconde. Donc, sur une truite, j'avais tout le temps de la sortir de l'eau, de bien la présenter sans l'abîmer, etc., faire une belle photo. Alors ça fera rire les non-pêcheurs, mais les quelques pêcheurs comprendront, c'est toujours cette logique de présenter son trophée, on est clairement là-dedans. Et donc j'avais des photos vraiment ouf à ce niveau-là, donc sur les réseaux qui cartonnaient, qui buzzaient tout de suite. Et puis il m'est arrivé, pour le fun de postuler, enfin d'envoyer, vous savez, votre photo. Ça m'est arrivé plusieurs années. Et à gagner la photo parce que, voilà, toujours pareil, le rapport entre l'amateurisme, l'amateur que j'étais, le fameux touriste avec l'autodérision, vous savez, en ski, et le résultat final concret qui fonctionnait, qui plaisait beaucoup plus aux gens. Donc voilà pour la partie GoPro. Ensuite, j'ai noté clivant dans mes notes. Ça, je pense qu'on l'entend assez maintenant de nos jours. Il faut être clivant. Alors, j'aime pas dire il faut. C'est-à-dire la personne qui essaye d'être clivant parce qu'on lui a dit qu'il faut être clivant, ça fonctionne pas. Je veux dire, si on n'a pas une base clivante dans nos discours, dans nos points de vue, si on n'est pas en manque de confiance en soi, c'est difficile, cet aspect. Donc, il faut quand même un terreau, une base, mais il faut être clivant. Je veux dire, une fois qu'on a accepté la critique et qu'on a compris que les haters, ceux qui vous jalousent ou vos critiques, déjà s'ils ont du temps à passer sur votre contenu, c'est qu'ils le regardent. S'ils le regardent, c'est qu'ils l'aiment un minimum. Ou alors ils sont masos. Et donc leur existence, ils se nourrissent, ils nourrissent leur existence à travers la critique qu'ils font de votre contenu. Vous comprenez ? Donc une fois que vous avez accepté ça, le plus faible, c'est qui ? C'est la personne qui vous critique, c'est pas vous. Et celui qui réussit, c'est vous, c'est pas lui, enfin en général en tout cas, quand on gratte un petit peu. C'est toujours quelqu'un qui est critique et un hater, et on pourra en faire un sujet, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'en suis devenu maso un petit peu, parce que je vois à quel point c'est dur pour des entrepreneurs de se faire détester. Et ben en fait, ça devient presque jubilatoire de se dire, mais la personne qui vous critique, le temps qu'elle passe, elle vous aide à être mieux vue. Et ça, tous les entrepreneurs successful là, que je connais vous le disent. C'est-à-dire que les gens qui les ont critiqués leur ont fait plus de bien, largement plus de bien que de mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis se faire le porte-parole de la masse sur une niche. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se faire le porte-parole de la masse, vu que j'arrête pas de vous dire de faire l'inverse. D'accord ? Par contre, sur une niche, je prends l'exemple, je sais pas moi, de l'amateur qui adore les figurines de Dragon Ball Z, j'ai n'importe quoi, etc. Si tout le monde dans les magazines, etc., qui travaille, je sais pas, sur des miniatures, enfin j'ai rien qui me vient en tête, ou un passionné de champignons, ou je ne sais quoi, ou de cuisine,
Voilà. Et ben si tout le monde fait, je sais pas, ses cupcakes de cette manière, en mettant un nappage au-dessus de cette manière, avec des couleurs, enfin voilà, où globalement tout le monde vous dit de faire la même chose, si vous, comment vous dire, si vous par exemple vous dites, bah non, moi, je me rends compte, voilà, pardon, parce que c'est dur de pas se perdre dans ces explications et d'être bien clair surtout, si vous vous dites pas, ah bah non, moi je constate que dans la réalité, la vraie vie, en dehors des magazines, les gens, en gros, ils mettent pas de nappage. D'accord, je prends un exemple qui m'est venu comme ça. Ils mettent pas de nappage, ça c'est de la connerie. C'est bien uniquement en photo sur Instagram, etc. Et ben moi je vais dire aux gens, ne mettez pas de nappage, ça sert à rien, ça vous coûte de l'argent. Mettez tout dans le goût. Voilà. Et donc ça, vous allez construire votre ligne éditoriale, votre ton, etc. autour de ça. Et donc si vous êtes sans arrêt dans cette logique, et ben quand vous connaissez le consommateur, le client, l'auditeur, etc. Et ben vous savez qu'ils vont forcément se rallier à votre cause et que tous les autres qui sont dans cette vision élitiste, moi j'appelle ça comme ça, qu'on voit dans les magazines, en tout cas à l'époque, mais qui continuent de se développer sur des sites de puristes, parce que tous les marchés de passionnés, que ça soit le golf, il y a beaucoup de marchés comme ça, le golf dans le sport, le tennis, c'est bien plus élitiste, ou la chasse à l'arc chez les chasseurs par exemple, c'est bien plus élitiste que d'autres sports, quoi, vous voyez, que le camping, je sais pas moi, que le foot même, etc. Donc il y a de l'élitisme dans chaque sport, mais il y a des sports plus élitistes que d'autres, voilà. Et donc dans ces sports-là, c'est des sports de passionnés. Et ben dans ces sports-là, si vous avez une vision qui correspond quand même à la majorité des gens et non pas la minorité des magazines, et ben là c'est jackpot en fait. Je sais pas si vous arrivez à comprendre, si j'arrive à bien expliquer, mais ça c'est fondamental. Donc c'est un peu la valeur qu'on essaie de créer sur un marché, vous savez, on analyse pragmatiquement un marché, on se dit bah voilà, là il y a rien qui a été fait, j'y vais. C'est un peu cette logique, mais c'est quand même un petit peu différent. C'est qu'en fait on trouve une niche, faut jamais aller sur la masse, sur la concurrence selon moi, surtout sur le blogging. Ou alors faut être sûr de soi, faut être d'ores et déjà le meilleur en termes de connaissances, de plumes et tout ça. Enfin c'est beaucoup plus dur quoi d'aller se frotter. Mais du coup d'aller sur une niche c'est une chose, mais dans la niche bien souvent vu que c'est des niches c'est des passionnés, vu que c'est des passionnés c'est de l'élitisme. Et l'élitisme bien souvent, enfin ces gens-là ne correspondent pas à la masse. Voilà, ça c'est important. La pêche c'est un bel exemple. L'élitisme c'est 5% des gens 5% des gens qui représentent le sport, qui font 80-90% de l'information sur le web ou dans les magazines, d'accord. Donc si du coup les 95% d'autres clients sont différents, et ben parlez à ces autres clients et vous serez tout seul, vous aurez l'océan bleu rien que pour vous. Voilà. Donc j'espère que ce petit point est clair. Ensuite, ce que j'avais compris, donc j'avais parlé de la longue traîne, ça je vous l'ai dit. Voilà. Le partager, alors oui, des choses que je faisais et qui sont faisables encore aujourd'hui, c'est de partager un article. Je vous parlais d'articles qui intégraient globalement tous mes annonceurs sur le sujet. En gros, j'étais maqué avec tous les annonceurs, donc c'était facile pour moi de parler un coup de, je sais pas, de la marque Norditrack en vélo elliptique, ensuite de, je sais pas quoi, moi, Domios, etc. Et souvent, bah, je relevais les bons points de chacun. Donc, quand je publiais cet article, et j'insiste, ça se fait encore aujourd'hui, donc là, c'est encore quelque chose que je vous donne de concret, je l'envoyais à la marque ou à la page, je sais pas, Instagram ou Facebook de la marque en lui disant, tiens, pour info, je parle de vous dans cet article. Quand le community manager il reçoit ça, il lit rapidement l'article en diagonale, il fait peut-être même un CTRL F et puis il met le logo, le nom de sa marque. Et vu que bien souvent ça flatte la marque, ça flatte l'ego du community manager, on en revient toujours au même, tout à l'ego. Et ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le partager, voire même l'intégrer à son site. Et ça marchait, je dirais, peut-être aller 3 fois sur 5 de manière générale, enfin ça marchait plutôt bien. Et ça c'était d'une puissance parce qu'en fait j'avais déjà partagé l'article sur mes réseaux, etc. Et d'envoyer le lien précis soit de ma publication, soit de l'article, et ben j'avais un énorme boost de visibilité, de notoriété, de rank, avec le référencement. En fait c'était 100% positif. Donc ça m'amenait énormément de jus comme on dit. Donc voilà. J'ai noté, donc c'est des choses à chaque fois que je vois peu, que je vous partage. Alors il y en a qui vont me dire, ah mais ça c'est classique. Oui, c'est classique pour des experts, mais objectivement, je le vois rarement dans les podcasts, dans les vidéos, etc. Parce que j'ai toujours ma petite veille pour voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que je vous le partage ici. Ensuite, j'ai noté faire des pages statiques avec mon meilleur matériel. Alors ça, c'est le truc facile à faire. Donc une page statique, c'est différent d'un billet de blog au niveau, technique. Donc c'est la même chose en soi, mais ça se présente un peu différemment. C'est une page statique qui va rester à vie sur votre blog, enfin qui va pas
entre guillemets, tourner parce que une fois que vous avez fait un article, je sais pas, il y a un an qu'il y en a eu 50 depuis, et ben l'article, on le trouve quand même moins, il est bien référencé, mais on le trouve moins sur le blog. La page statique, elle va être en bas dans le footer, par exemple, elle va être sur, je sais pas, en haut dans vos catégories, vous allez mettre une catégorie, je sais pas, mon matériel, à propos, etc. Et ben vous pouvez très bien, au lieu de mettre mon matériel, mettre mon matériel de randonnée, mon matériel je sais pas moi, de voyage, etc. Et vous allez lister les 3-4 pions de votre matériel. D'ailleurs, il y en a un qui le fait très bien, et il me semble que c'est des liens d'affiliation, c'est justement Stéphanie, de Génération Do It Yourself. Sur son blog, il a mis le matériel qu'il utilise pour son podcast. Et moi, je trouve ça excellent, il a tout compris. D'ailleurs, je suis moi-même allé voir, donc comme quoi ça fonctionne, c'est que la cible, c'est pas du tout forcément des gens qui veulent lancer leur blog, mais il y a tellement de monde qui va écouter son podcast que ça coûte rien de aller mettre juste pour info, j'utilise ce matériel. Parce qu'il y a tellement de monde que les revenus d'affiliation qu'il fera, ils seront vite, entre guillemets, conséquents. Ça doit pas être grand-chose pour lui, parce que c'est aussi un gros entrepreneur, mais vous avez compris la logique. Donc ça, c'est super important et c'est facile à faire. Donc quand vous faites votre blog, ça vous coûte rien, y compris d'ailleurs quand vous êtes e-commerçant, ça c'est quand même un truc de fou je trouve, d'aller mettre carrément des liens d'affiliation vers peut-être même entre guillemets des demi-concurrents, c'est-à-dire pas des concurrents directs pour éviter de se faire harakiri. Et encore, moi des fois je m'amuse à pousser les choses loin, c'est qu'on peut imaginer si votre concurrent est meilleur que vous sur un segment de marché, etc., faire un lien vers lui. Pourquoi aller s'entretuer comme à l'époque entre concurrents alors qu'on peut travailler ensemble? Le Covid nous l'a montré, il y a de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent comme ça. Et ben vous pouvez tout à fait aller mettre un lien d'affiliation vers votre concurrent parce que vous ne voulez pas aller sur ce marché. Et surtout, ça crée une force. Là, on repart dans le e-commerce, mais ça crée une force, une légitimité, une honnêteté. Enfin, c'est 100% positif. Hein. Ça, je l'ai déjà fait. Encore une fois, je ne veux pas trop en parler ici. Je vous en parlerai plus tard. J'ai des choses concrètes à vous donner là-dessus aussi. Donc voilà, donc top 5 de mon matériel pour faire du trek, par exemple, etc. Donc ça, c'est des bombes d'affiliation. Pareil, ça reste honnête, vu que vous êtes affilié à tous les annonceurs, il n'y en a pas 10 000 en général sur les marchés, que ce soit des vêtements, ce que vous voulez, du parfum, etc. Si vous êtes affilié aux 5 grandes marques de parfum, vous pouvez très bien mettre que, je pense à toutes les femmes qui font des blogs de mode, etc. Vous pouvez très bien mettre, pour info, mon parfum c'est ça, ma veste préférée c'est celle-ci, parce que vous l'avez vu sur les photos, sur les stories, voilà. Donc ça c'est facile à faire et surtout c'est très visible parce que c'est une page statique et on la voit tout le temps. Donc ça c'est vraiment, je vois ça vraiment comme des bombes et puis du coup c'est très bien référencé parce que dans vos articles pour le coup réguliers, vous pouvez parler de cette page statique. Vous pouvez très bien dire voilà, je vous invite à découvrir tout mon matériel. Pour rappel, voici mon matériel pour ceux qui me posent des questions. Et en plus c'est réel, les gens vous posent souvent des questions, qu'est-ce que vous utilisez? Parce que vous devenez prescripteur. Donc voilà. Prendre le contre-pied des autres blogueurs, l'exemple de la Phoenix, ça je vous l'ai dit. Je l'ai remis là parce que ça reste quelque chose que pas grand monde fait. Parce qu'en fait, tout le monde a peur de se mettre à dos les marques. Ça, je ne sais pas si vous l'avez compris. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Les Numériques. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Moi, j'ai un ami qui y travaillait. C'est un des seuls comparateurs qui est réellement indépendant, c'est-à-dire qui achète son matériel. Et ça, c'est très rare. Parce que quand vous achetez votre matériel, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça, c'est ça qui est chouette. Après, jusqu'à quand, je ne sais pas. Je serais curieux maintenant d'aller chez eux pour voir comment ils gèrent tout ça. Mais il y a quelques années, les numériques, c'était leur force et que, pareil, pas beaucoup savent, parce que les gens, ils savent pas, c'est dur de lire entre les lignes. Est-ce qu'ils achètent vraiment? Est-ce qu'ils achètent une partie? Est-ce qu'on leur envoie une autre partie? Voilà, c'est difficile, hein, ces sujets-là d'indépendance, etc., quand on crée du contenu. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'en pouvant tester tout ce que je voulais, petite parenthèse, je vous ai parlé de Decathlon, mais vous pouvez faire pareil avec Amazon. Là, je vous donne des billes concrètes. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'être testeur? Vous achetez le produit sur Amazon, vous avez 30 jours, je crois, pour échanger. Surtout, vous ne l'imbibez pas, parce que le but, c'est pas de dézinguer la planète à acheter des choses, etc. Vous achetez du matériel, vous gardez tout bien le packaging, vous le testez de quoi faire quelques photos. Là, vous avez une expertise. Et ensuite, une fois que c'est terminé, vous le renvoyez. Vous avez des produits comme si vous les aviez achetés. C'est dans leur politique, donc on n'ira pas vous ennuyer, c'est pas un abus, etc. Vous avez 30 jours, vous avez largement de quoi faire, surtout si vous vous professionnalisez de faire vos tests. Et voilà, et ça, vous pouvez le faire pour beaucoup de sites. Et il n'y a pas grand monde qui y pense. Donc voilà, je vous le dis, parce qu'en achetant votre matériel, vous avez une indépendance qui est folle et qui crée une valeur énorme à votre contenu. D'accord? Donc voilà pour les points, je dirais, que je pense qui étaient différenciants, si on devait faire un peu un SWOT
Voilà, je pense que c'était la force vraiment du blog, si je suis critique avec moi-même. Alors il y en a plein d'autres, hein, j'imagine, mais moi, c'est ce qui m'est venu en premier, j'ai pas tout noté, c'est ces choses-là. Maintenant, donc il reste 2 points, 2 grandes parties. Donc la 9e, c'est les défaites et les leviers que je n'ai pas exploités pour transformer l'essai. Donc ça, je veux vraiment vous en parler parce que, pareil, je me dois d'être honnête avec moi-même. Et si demain vous voulez prendre ce train, cette locomotive, ben voilà, peut-être que vous le pousserez plus loin avec moi. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des choix de travailler sur d'autres sujets. Choisir, c'est renoncer. Donc, je vais renoncer à continuer mon blog. C'est un choix que j'ai fait. Beaucoup m'ont dit c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il serait enfin, il serait valorisé, quoi. Clairement, voilà, c'est facile à faire, hein. Vous prenez le nombre de visites que vous faisiez. Vous regardez actuellement combien coûte un lien ou un article sponsorisé quand on fait tant de visites. Il y a énormément de sites qui vous le disent, ça, ce qu'on appelle des fermaliens, etc. Des sites comme ça où les blogs sont, comment dire, les articles sur les blogs sont monétisés. Je crois je vais en parler un petit peu plus tard. C'est un sujet lourd et complexe, hein. Là, je me rends compte en vous expliquant. Même en restant focus sur les points que je me suis notés, il y a quand même beaucoup à dire. Donc n'hésitez pas à me dire c'était un peu trop long, un peu trop complexe, ou alors peux-tu faire un focus sur ces points-là dans un prochain épisode. Franchement, n'hésitez pas. C'est l'intérêt de ce podcast, c'est que ce soit vous qui le fassiez vivre, hein, vraiment. Donc voilà. Donc les défaites et les leviers que je n'ai pas exploités. Donc première grosse défaite, je dirais que c'est la plus grosse claque que j'ai pris et en fait je m'y étais pas préparé, c'est de se faire hacker, ni plus ni moins. C'est quand votre blog tombe, donc quand vous êtes à 80, allez on va dire 80 000 visites mensuelles. Je me rappelle, j'étais en vacances en Bretagne, quand le blog tombe pour la première fois, déjà on comprend pas ce qui se passe, on se dit oh ça doit être un souci chez OVH, etc. Et en fait, non, on s'est fait hacker littéralement. Alors c'est pas forcément des petits bonhommes qui l'ont fait manuellement, etc. Parce que je restais encore relativement petit, mais quand même. Donc hacker, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus du tout d'accès au site. Donc toute la machine se coupe. Et au-delà des finances, c'est vraiment, c'est toujours pareil en fait. On a construit son personnage. Ce personnage, c'est lié à son ego, c'est ce qui quelque part me faisait vivre dans ces moments-là. Heureusement, j'avais pas mis mes œufs dans le même panier, hein. Ça, c'est le sujet dont on parle souvent. Je suis pas quelqu'un qui va courir après un seul lièvre à la fois, donc j'ai quand même mine de rien du recul malgré tout, malgré la taille que ça prenait. Et heureusement d'ailleurs, ça m'a permis quand même de finir tranquillement mes vacances, mais je dois dire que sur 24 heures, c'était compliqué. Donc heureusement, on trouve toujours des solutions. Mais malgré tout, il y a eu du grabuge et il y a eu une prise de conscience de ma part. Je l'ai partagé d'ailleurs à des gens que je coach. Attention, parce que s'il y a bien une des premières choses qu'il faut faire, donc sous-traiter, en tout cas, acheter un service de quelqu'un avant de vouloir développer et tout ça, c'est éventuellement quelqu'un pour qui c'est le métier, un webmaster. Voilà. Donc du coup, je pense que... Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vite trouvé quelqu'un qui m'a dépanné. J'étais allé sur je ne sais plus quel site. Et il m'a tout remis à jour, donc je l'ai payé, etc. Il m'a remis tout d'aplomb et j'ai acheté dans la foulée, là je voulais plus me faire avoir, j'ai acheté une gérance, une maintenance annuelle là-dessus. Mais ça m'a quand même égratigné parce que quelque part je commençais à avoir déjà une vraie dépense alors que j'avais toujours fait ça en mode liberté totale, enfin tout doit être gratuit, tout doit être libre, on est créateur de contenu, enfin voilà, oui ça fait de l'argent mais je veux surtout pas en faire une entreprise, je veux garder mon indépendance, enfin voilà, je voulais rester aligné comme je suis toujours. Et voilà, mais ça m'a quand même effrité. Et donc c'est pour ça que je vous le partage. Et c'était quand même une défaite, je le vois comme ça, parce que c'est en partie pour ça, je pense, que j'ai arrêté. Donc voilà. Je pense ne pas avoir démarré assez tôt une mailing list. Ça c'est clair. Donc récolter le mail de mes lecteurs, de quelque manière que ce soit. Le classique étant d'offrir le fameux livre blanc, le fameux PDF, vous savez, la petite pop-up qui arrive, etc. J'ai mis du temps à le faire. Encore une fois, manque de cette volonté de gagner de l'argent, ou du moins gagner toujours plus d'argent. Et vu que je l'ai toujours fait pour la passion, je me suis dit, voilà, toujours pareil, si vous n'avez pas besoin d'argent en tant que tel, j'ai bien entre guillemets, parce que ça peut choquer de nos jours, tant c'est difficile pour certaines personnes de boucler les fins de mois, mais si vous n'avez pas besoin d'argent en tant que tel, enfin moi je veux dire, j'avais déjà plusieurs activités, j'avais mon petit job chez Decat, etc. À l'époque, voilà, ça demandait un peu de tâche, je préférais donner le contenu gratuit, voilà, donner. Give first, comme on dit, et puis après, naturellement, l'argent tombe, quoi, hein, vous voyez, c'est la stratégie que j'adopte et qui fonctionne. Donc voilà, pas de mailing list, donc j'ai mis très très tard, j'ai mis beaucoup de temps avant de la démarrer, donc heureusement ça fonctionnait, mais c'était trop tôt à mon sens, elle n'était pas significative par rapport à la taille de mon audience réelle, possédée par les réseaux sociaux notamment, vous le savez, quand vous avez X followers sur Facebook, etc., ça reste possédé par les réseaux, du coup il faut payer pour être vu de plus en plus, enfin tout ça vous le savez.
Donc ça, c'est une petite défaite selon moi. Un e-book payant, alors ça, le gros classique. Alors les proches me disaient, les proches connaisseurs, ils me disaient, ah mais ben, je t'attends quoi, faut vendre ton e-book, quoi. Tu vends ton e-book 30 balles sur, je sais pas, les 10 meilleures randonnées en France, enfin, les classiques. Ça, je l'ai pas fait. Je pense franchement que si je l'avais fait, surtout si la mailing list avait été démarrée encore plus tôt, bah clairement là, c'est des gros, ça peut être vite des grosses sommes, hein. Vous n'êtes pas dupes, il y en a plein qui l'ont prouvé. Je l'ai pas fait du tout. Autant la mailing list, je l'ai démarré, mais je l'ai peu exploité. J'avais intégré dans quelques emails des liens d'affiliation, on va dire, mais pareil en mode altruiste, quoi. C'était vraiment, j'apportais de la valeur dans la mailing, j'écrivais aux personnes qui me suivent, et puis bah, si je parlais d'un produit, je mettais éventuellement le produit, mais voilà. Donc pas d'e-book payant, et ça c'est le gros classique. Il faut écrire un e-book au moins d'une dizaine, vingtaine, trentaine de pages, avec un maximum de valeur sur un sujet précis. Il y a plein de formations là-dessus. Mais ça, je pense que c'est important et ça aurait pu être un game changer, comme on dit, si je l'avais fait. Donc voilà, et tout ce qui est abonnement, dons. Après, on a vu naître les Tipeee, les cagnottes Litchi, etc. Enfin, surtout les Tipeee, etc. Patreon, je trouve que c'est encore sous-exploité. Si les gens ne baignent pas dans le contenu actuel, il y en a plein encore, moi, qui ne connaissent pas Patreon. Je pense que ça mérite d'être exploité davantage aujourd'hui. Je pense qu'il y a trop de créateurs de contenu qui ont du mal à monétiser, à en vivre, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence et il y a ce manque de savoir-faire que j'essaie un petit peu modestement de combler avec cet épisode. Mais je crois que voilà, n'importe qui recherche quand même l'abonnement, on le voit dans les entreprises, etc. Donc mettre en route au moins un petit... que les gens puissent vraiment soutenir, parce que c'est impressionnant, hein, quand on est aligné, les gens, ils vous donnent du love, comme on dit, au maximum, c'est assez impressionnant, et beaucoup auraient envie de nous aider, mais il n'y avait pas de moyen vraiment de m'aider, quoi. Je veux dire, à part lire, et puis quand ils cliquaient sur le lien, ils achetaient, enfin, ils n'avaient pas le sentiment de faire un effort, ils ont envie de vous aider. Donc en fait, je me suis vraiment coupé de sources de revenus qui étaient importantes aussi sur ces sujets, et je pense d'ailleurs, je me suis coupé de la majorité des sources possibles, c'est-à-dire que même si j'ai fait pas mal d'argent, donc j'ai pas la somme exacte, hein, parce que c'est des récurrences, donc en fait un mois, allez, le mois minimum c'est peut-être, je dirais 200-300 euros, et puis des gros mois c'est plusieurs milliers d'euros, quoi, en gros, notamment sur le ski, je vous l'ai dit, donc voilà, donc automatiquement, je pense que voilà, un bon livre, un bon e-book bien présenté, dans la continuité bien marketé dans le blog de façon régulière, avec une bonne mailing list, bah oui, vous pouvez faire facilement 10, 20, 30 000 euros quasiment en une campagne mail, quoi, hein. Donc voilà, ça c'est réel, hein. En tout cas, compte tenu des visites que le blog générait, voilà, c'est assez facile avec un peu l'expérience d'y arriver. Et dernière chose, alors là c'est plutôt concret, dans les gros leviers que j'avais repérés mais que j'ai pas pris le temps, on va dire j'ai arrêté avant de le faire, c'est quand j'ai vu la puissance notamment de la location de ski. Donc moi j'étais aussi sur l'outdoor, donc le ski en hiver, il n'y a pas énormément de choses à faire en outdoor en hiver quand il fait froid et tout ça. Et donc du coup, j'avais juste fait un test ou deux où ça cartonnait déjà, c'est en gros de demander par exemple où louer ses skis à Courchevel. Et derrière, bah, où louer ses skis. Donc bien sûr, il faut savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut voir réellement qui sont les bons loueurs, les bons prix, les bons retours clients, enfin tout ce qu'on a maintenant sur les Google My Business, tout ce qu'on analyse maintenant facilement avec des applis. Et ben, il y a quelques temps, c'était pas encore très démocratisé. Et donc, vous tapiez régulièrement où louer ses skis, en fait. Même si c'est une longue traîne, c'est-à-dire que sur Courchevel, il y a peut-être que, je sais pas, 100 personnes qui le font par mois en saison. Mais si vous multipliez avec toutes les stations et que vous misez sur le long terme, bah, vous savez forcément que ça va se faire de plus en plus, que les gens fonctionnent comme ça. Et donc, moi, j'étais affilié à Skimium, pour pas les citer, et puis d'autres. Il y avait Ski7, enfin, les gros de la location. Donc, encore une fois, c'est facile, et d'ailleurs, c'est encore faisable ce que je vous dis, d'aller dire que à Gérardmer, dans les Vosges, chez Skimium. Par contre, que à Courchevel, c'est plutôt Ski7. Pour telle raison, vous allez sur les lieux, donc une photo, tout ça, c'est faisable. Comme le guide du routard le faisait, sauf que le guide du routard, il vous vendait... Enfin, le guide du routard, vous avez compris l'idée, quand vous voyagez, le bon resto, le bon machin. Sauf qu'ils vous vendent une fois le guide 25 euros, et après c'est fini, il n'y a plus de récurrence, il n'y a plus de revenus passifs. Moi, je me suis dit, mais attends, un blog, tu peux faire du revenu passif, si tu le mets à jour régulièrement, c'est bon. Moi, je suis là-dedans, donc allons-y, quoi. Donc voilà, les choses que j'ai pas faites. Pareil, une façon de vous partager, s'il y a des motivés ou des gens qui l'ont déjà lancé, ils vont se dire, mais ça c'est trop bien, c'est le but, hein, de tout ça, de vous partager vraiment. Et vous dites, ah non mais moi je vais le faire. Alors si c'est pas sur la location de ski, c'est sur autre chose, mais il y a énormément à faire.
Parce qu'aujourd'hui, dans une ville comme Paris, il y a forcément des gens encore qui vont mettre je sais pas, où manger dans le 15e chinois, par exemple, etc. Donc, heureusement, les mastodontes, ils ont enfin compris, si j'ose dire, ces dernières années. Ils ont commencé à le faire normalement, mais il y a encore énormément à faire, et ça, c'est facile. C'est facile de voir ce que tapent les gens, je vous l'expliquais avant, et de voir qui se positionne sur ce mot-clé-là. Pour info, vous mettez la balise dans Google in title, donc vous tapez in title, 2 points. Le mot-clé, par exemple, je sais pas, où acheter ses skis, ou ski Courchevel, et vous voyez qui se positionne sur cette requête, les concurrents. Donc des fois, vous en avez 2, 3, des fois 20, des fois 300. Mais vous, l'objectif, c'est d'être le seul sur le créneau, à condition qu'il y ait un minimum de demande. C'est l'histoire de l'offre et la demande de contenu, en fait. Et j'aime cette notion, on n'en parle pas assez. Il faut analyser l'offre et la demande de contenu quand on fait du SEO. C'est si simple que ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'aller se palucher pendant des heures sur des outils, des abonnements, des machins, des trucs techniques, de cache, de machin. Ça fonctionne, mais dans un second temps, dans un troisième temps, dans un cinquième temps, après des fois 5-10 ans de business, enfin voilà. Le problème, c'est qu'on vend ces services à des petits entrepreneurs du web qui n'ont pas du tout les moyens, donc ils vont faire que s'endetter potentiellement en plus pour obtenir quasiment aucun résultat. Donc c'est pour ça que ça me désole un peu et que mon côté militant me fait lancer ce podcast et cet épisode particulièrement. Donc voilà, on a fini. Il reste le dernier point, les fameux conseils, l'ouverture, les conseils que je pourrais donner pour clôturer un peu cet épisode. Donc déjà, la première chose, c'est pas de démarche héroïste. Donc on ne doit pas rechercher l'argent, un retour sur investissement quand on crée un blog. Quand je dis on ne doit pas, attention, si vous êtes e-commerçant et que vous voulez créer du contenu, chose que je conseille, d'avoir votre blog en parallèle pour donner des nouvelles à vos clients et notamment générer du contenu facilement pour que les gens tombent sur vous en répondant à des requêtes. Si ça vous plaît, je vous en parlerai dans un autre épisode. Mais quand on n'a pas une démarche vraiment financière de départ, le blog, si on en lance un, on doit le faire parce qu'on a envie d'écrire, on a envie de partager. Quand on fait des entretiens d'embauche, qu'on recrute des gens, on analyse souvent ça. Moi, j'ai une question que je pose souvent, c'est est-ce que vous laissez des avis, par exemple, après être allé au resto? Est-ce que vous mettez un commentaire sur Amazon après avoir reçu votre produit? Et ça, c'est super important et intéressant parce que suivant les typologies de personnes, il y a des gens qui ne le feront jamais. Et ça en dit long en fait sur le tempérament de la personne. Et souvent les gens qui laissent des avis, qui laissent des commentaires, bon souvent déjà c'est des bavards, c'est des gens qui sont dans une dynamique constructive, qui sont quelque part altruistes parce qu'ils attendent rien en retour, d'accord? Mais ça veut dire que les gens ils aiment bien écrire, ils aiment bien partager. Donc vous avez compris que c'était mon cas, mais ça en dit long. Donc je vous le dis aussi dans votre développement aussi, c'est une vraie question qu'il faut se poser, que vous pouvez vous poser à vous-même, c'est concret. Et ça va vous permettre de voir si vous êtes dans la bonne dynamique pour créer votre blog. Ensuite, dans les petites choses, alors les conseils que je vous donne, pareil, c'est pas du tarte à la crème que vous avez déjà vu, parce que ça, vous l'avez déjà lu. J'essaie de vous donner des choses vraiment un peu différenciantes qu'on ne voit pas beaucoup et qui fonctionnent. Donc le deuxième point, je dirais, c'est de partager beaucoup plus en direct. Je pense qu'il y a beaucoup d'experts SEO qui l'ignorent, d'experts web, etc. Mais je pense, alors c'est comme la recette Coca, c'est des choses qu'il faut tester, il faut avoir de l'expérience pour le mesurer. Je pense que le direct, quand je dis le direct, c'est-à-dire prise de photo, publication dans la foulée, donne un signal très intéressant aux algorithmes, tels qu'ils soient. Et donc du coup, à chaque fois que vous faites une photo parce que vous allez à tel endroit à la pêche et que vous la publiez tout de suite, les algorithmes détectent à quelle heure a été prise votre photo, tout ça, vous avez ces datas derrière la photo, et le mettre en avant. Et donc du coup, il vaut mieux en partant à la pêche à 8h faire une publication avec une belle photo au bord de l'eau en direct, etc., que galérer toute sa séance à faire des photos. Quand j'en vois certains, là, ils passent leur journée, ils sont pas du tout dans le moment présent, ils passent leur journée à faire des photos, des selfies pour leur story, et ils passent à côté du moment, de l'essence même de ce qu'ils avaient prévu de faire. Et donc en fait, vous perdez tout le sens de l'histoire, quoi, à la base de partager parce que vous avez une passion qui vous fait vibrer. Donc attention à ça. Vaut mieux faire une photo en direct, que ce soit en cours de journée, le matin, etc., plutôt que plein de photos dont les gens se fichent. Ça, je vous le dis franchement. Alors oui, vous ferez peut-être des vues parce que les gens, ils vous ont vu une fois, donc ils voient vos stories suivantes. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle l'interaction. C'est pour ça que le game est en train de changer, qu'on préfère largement les micro-influenceurs avec de grosses interactions et des petites communautés que des grosses communautés et des petites interactions. Bref, je referme la parenthèse. Mais voilà, c'est pour vous donner un maximum d'infos sur ces sujets. Voilà. Ensuite, montage simpliste post-activité. J'utilise InShot maintenant, j'en parlerai à nouveau. Pourtant, j'ai
du matos, beaucoup de matos photo pro, on va dire, ou semi-pro, tout ce qu'il faut, enfin voilà, quand on fait du e-commerce et du contenu. Mais je m'oblige, même pour des grandes marques, et d'ailleurs ça fonctionne mieux, ça transforme mieux, notamment sur les ads, les réseaux sociaux, c'est de faire des montages simplistes au téléphone pour être beaucoup plus rapide. On en revient à cette logique de direct, pragmatique, rapide, moins, enfin, je vais dire moins mais mieux. Oui et non, c'est aussi un peu faire justement de la quantité ou du moins du partager de la spontanéité pour générer ce qu'on appelle comment on appelle ça, c'est ce que je vous ai dit avant, ouais, des bonnes vibrations, des choses qui vont faire que votre communauté va aimer ce que vous faites et va vous suivre en fait. Voilà. Et donc du coup de faire un montage rapide, et ben ça sera publiable beaucoup plus rapidement sur votre fil ou sur votre blog, parce que je trouve que ce qui peut vite vous faire arrêter le blog, et c'est peut-être ce qui m'est arrivé à un moment donné, notamment avec l'arrivée d'enfants, surtout si on veut rester aligné, être dans le moment présent, vous l'avez compris, et ben c'est justement de procrastiner, de dire ah bah ça je le ferai demain, ah là faut que je fasse le montage, et ça c'est horrible. Je crois que c'est horrible parce qu'en fait vous êtes de plus en plus frustré, vous apportez de moins en moins, donc c'est infernal en fait. Donc la communauté elle vous suit moins, et du coup vous êtes encore plus frustré, enfin c'est horrible. Et ça c'est un vrai symptôme, un vrai problème chez les influenceurs actuels, hein, que je constate de façon indirecte, parce que je coach pas des influenceurs en tant que tels, je réfléchis. Par contre, j'ai beaucoup d'amis coachs, notamment dans le sport, mental et physique, je dirais. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate souvent, hein, quand même. Et c'est pareil, en ayant travaillé pour des marques, c'est pareil. C'est petits influenceurs, c'est le cas. Ils s'enferment en fait dans leur personnage. C'est un vrai sujet, hein, ça que je vous dis, y compris des sportifs de niveau international. Ils s'enferment dans leur personnage avec les réseaux sociaux, et ça, c'est une vraie problématique. Je referme la parenthèse. Ensuite, alors, ça c'est un point important que je vais vous partager. Ça va être une vraie masterclass, hein, avec un peu de chance si ça vous plaît là. Je sais pas ça fait combien de temps, mais on a explosé le compteur sur ce sujet. J'avais hésité à le diviser, vous me direz vraiment si ça vous plaît, c'est important. Parce que sinon la prochaine fois, soit je le divise en deux, soit j'en dis moins sur des gros sujets comme ça, je peux tout à fait m'adapter. Donc voilà, donc s'assurer, je pense que c'est important, c'est que s'assurer que votre écosystème corresponde sur le long terme, vous corresponde sur le long terme. Je m'explique. Si aujourd'hui vous parlez de la fashion à fond, vous êtes dans un quartier à Paris qui s'y prête, etc., mais que vous savez qu'avec votre travail, vous allez être amené à bouger, notamment en province, et bien ça, prenez-le en compte, parce qu'on n'y pense pas. Mais si demain votre blog il cartonne, etc., et que vous êtes amené à bouger en province, bah déjà vous allez le subir. Donc ça veut dire que vous allez peut-être devoir bouger pour une chose de positive pour votre famille, etc., mais vous allez au fond le subir, et ça va créer une problématique, une friction qui n'est pas du tout idéale, et qui va se ressentir dans votre communauté. Parce que vous êtes obligé de faire semblant, potentiellement des déplacements. Enfin, il n'y a rien de positif à faire ça. Donc moi, dans mon cas, l'écosystème, d'ailleurs, ça fait partie de ma vie, c'est devoir bouger au siège à Lille, par exemple, chez Decathlon, ou aller chez Wedze, parce que ça, je pourrais vous en parler, je crois rapidement parler, mais Wedze, quand ils ont découvert que c'était moi derrière le blog et que je travaillais chez Decathlon, forcément, ils ont voulu que je travaille pour eux à Sallanches, au pied du Mont Blanc. Donc sur le papier, ça fait envie. Mais moi, ce qui me dérangeait, c'est que ça me coupait, oui, ça m'amenait plus de ski, mais ça me coupait plein d'autres choses. Un qui me faisait vibrer, donc notamment, je sais pas, des belles rivières, des milieux sauvages, pas de pollution, la campagne, parce qu'au pied du Mont Blanc, c'est des vallées qui sont très polluées, etc. Donc ça me convenait pas. Donc oui, sur le papier, ça fait envie, ça flatte son ego, c'est génial, hein, de se dire, il y a une marque carrément là qui veut bosser avec moi. Enfin, c'est super, hein, quand on a démarré de rien, c'est chouette, mais ça me désaxait complètement, et c'était pas possible. Donc attention à ce point, c'est que si vous parlez de sujets précis comme la mer, le kitesurf, et que vous déménagez potentiellement dans le futur vers une région où il n'y a pas de vent, il n'y a rien, ça va être compliqué. Ça peut paraître logique, mais si on ne se le dit pas, on pourrait foncer bien en tête et pas penser à cet aspect. Donc prenez-le en compte dans votre type de métier. Si vous êtes, je sais pas moi, trader ou je ne sais quoi, vous allez être amené à bouger à l'international, pareil, prenez-le en compte, etc. etc. Et c'est ce que j'ai plus constaté des blogs qui ont disparu mais qui marchaient, souvent c'était lié à ça. C'est-à-dire que quand je prenais contact en off, derrière le rideau, avec le blogueur, parce qu'il me connaissait de façon indirecte, tiens, t'en es où, etc. Je pense à Nicolas de, Running Addict, que j'ai connu, qui a lancé un peu son blog en même temps que moi, donc un Québécois. Donc lui, il est toujours là, mais j'avais discuté avec lui. Alors je vais pas vous partager ce qu'on s'est dit pour respecter ce qu'il m'a dit, mais c'était intéressant. Lui, il a vu l'évolution. Je lui ai dit, tu vois, moi j'ai arrêté.
toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, là-dessus, je vois que tu fais plus ci, plus ça. Et c'était intéressant de voir son retour, ses limites personnelles, qui l'ont fait un peu twister, comme on dit. Il n'avait pas le choix. Donc je ne sais pas où il en est au niveau économique, tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à s'avouer certaines choses. Hein. Peut-être qu'il est tenu, qu'il a mis tous ses œufs là-dedans, et qu'à un moment donné, on peut plus faire demi-tour, même si on gagne que 1500 euros par mois sur son blog. Si à un moment donné, on a tout misé dessus, on a fait all-in ou quoi que ce soit, peut-être que des fois, on est obligé de le continuer alors qu'il faudrait arrêter, etc. Mais c'était pour vous dire vraiment que beaucoup ont arrêté pour des raisons personnelles qu'ils avaient ignorées au départ de leur blog. Donc voyez quand même loin et pensez à ces petites choses-là. Voilà, ensuite j'ai noté interagissez beaucoup, parce que beaucoup n'osent pas répondre. Pareil, c'est ce que je constate, y compris en e-commerce et tout. Dès que quelqu'un a une communauté, ouais, mais j'ose pas répondre, alors je vais me prendre la tête, un machin. Et c'est une grave erreur en fait. Vous êtes dans un pays de liberté d'expression. Ça m'est arrivé une entreprise un coup qui m'avait dit ouais, il y a ça, qu'est-ce que je fais, est-ce que je modère, je supprime le commentaire. J'ai dit oh là là, mon Dieu, surtout pas. Surtout pas, tu es dans un pays de liberté d'expression. Et ça m'a fait plaisir parce que quand ce directeur a demandé à une autre personne, enfin un service com, parce qu'il hésitait, quoi, ça touchait son ego, son business, on lui a dit la même chose. On lui a dit en fait, c'est le pire que tu puisses faire parce que aujourd'hui, les gens, tu peux être sûr qu'ils ont fait une copie d'écran, qu'ils t'ont testé, qu'ils t'ont tout ça. Si demain tu modères, mais c'est une catastrophe en fait, c'est x15 l'effet néfaste sur votre communauté et donc sur votre business. Alors que d'interagir avec la personne, mais c'est l'effet inverse, là, c'est l'effet ultra positif qui se passe parce que vous accordez de l'importance même à cette personne. Et surtout, c'est les autres personnes qui vont jouer vos promoteurs, qui vont vous défendre parce qu'ils vous aiment. Et bien souvent, ça s'autorégule d'ailleurs, sachez-le. Mais pour ça, il faut interagir un minimum, donc faites-le. Je sais que ça prend du temps, mais accordez-vous, batchez, encore une fois, ça peut être 1 heure par semaine. Vous interagissez, vous répondez aux commentaires, c'est bien vous qui répondez de votre main, et ça, c'est ultra, ultra puissant, je vous le dis. Et après, la boule de neige, elle se fait toute seule. C'est comme ceux qui ont leur formation avec je sais plus comment on dit, leur groupe WhatsApp, etc. Bien souvent, ils font plus rien. Je sais plus comment elle s'appelle, la meuf en rouge, là. J'avais un peu analysé. Souvent, ils ont plus grand chose à faire, entre guillemets, hein, mais je veux dire, ça tourne tout seul. Donc en fait, on est passé d'une posture de coach, où c'est la personne qui nous apporte de la valeur parce qu'on a été tenté, on a vu sa vidéo sur LinkedIn ou YouTube. Mais en réalité, derrière le rideau, c'est la communauté qui s'entraide, quoi. Et puis la personne, elle a tout intérêt à faire ça. Donc après, il faut trouver son équilibre, il faut rester aligné, mais voilà. Donc interagissez, la boule de neige, après, elle se fera toute seule. Voilà. Ensuite, donc les commentaires, c'est votre meilleur allié, notamment sur le blog pour le référencement. Donc générer du commentaire, je vous l'ai dit, moi, avec le réglage de fixation ski, j'incitais les gens à me demander, etc. Ensuite, n'oubliez pas que les artistes copient, les génies volent. Donc avant de vouloir inventer ou quoi que ce soit l'eau chaude, voler ce qui se passe soit outre-Atlantique, soit dans d'autres marchés que le vôtre. Moi, je pense à Presse Citron, que je copiais beaucoup dans la tech. Il y en avait d'autres, mais c'est qu'est-ce qui fonctionne sur des gros marchés de masse, chez des gens peut-être même qui sont 3, 4, 5, enfin qui en vivent. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en a encore très peu. Mais inspirez-vous de ces autres blogueurs qui réussissent et dupliquez, adaptez ce qu'ils font sur votre marché. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'idées. Et ça, c'est facile à trouver. Vous demandez même à ChatGPT quels sont les blogs référents sur ce domaine et puis vous verrez ce qu'ils vous disent. Enfin voilà, vous faites votre benchmark de cette manière. Ne vous travestissez pas. Le succès arrive aux gens alignés. Ça, j'arrête pas de le dire. Ne vous travestissez pas. Ça vous rattrapera dans tous les cas. Ne le faites pas. Vaut mieux ne pas faire les choses que les faire mal, surtout sur le contenu. Donc ne vous travestissez pas, c'est peut-être bateau, mais c'est super important. C'est pareil, moi il m'est arrivé de dire non. C'est pour ça que je ne voulais pas en vivre. J'ai été tenté à un moment donné, enfin d'en vivre en tout cas, vous avez compris, quoi, de mettre mes œufs quasiment tous mes œufs dans ce panier. J'aurais pu le faire hein, financièrement, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je pense que quand on est en vacances, je prends l'exemple là plus dans le e-commerce, qu'un client vous appelle, vous n'avez pas envie d'être dérangé, quand vous travaillez, vous avez plusieurs activités, vous pouvez vous permettre de raccrocher, enfin de ne pas décrocher, vous comprenez ? Par contre, quand vous avez tous vos œufs dans le même panier, pour peu que vous ayez un emprunt, etc., vous ayez un emprunt, vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Donc vous créez de la charge mentale, donc vous n'êtes pas dans l'instant présent, dans le lâcher-prise en vacances, donc vos enfants, vos conjoints s'en rendent compte, donc c'est néfaste, donc derrière ça se retourne contre vous. Donc si vous n'êtes pas aligné, ça reviendra toujours comme un boomerang dans votre tête. Donc restez aligné. Voilà. Je vous disais quoi voilà, ouais, restez aligné, ne vous travestissez pas. Non, c'est tout. Je réfléchissais à ce que j'avais oublié à ce sujet.
Oui, voilà, vaut mieux ne pas faire que faire, hein. Ça c'est un classique aussi qui arrive. J'ai toujours le boulanger que j'adore, le boulanger qui ferme ses potes à 10h30 dimanche matin et le client il ne comprend pas. Il se dit non mais attends, à 10h30, il se prend pour qui qu'on est dimanche matin? Enfin moi je me lève à 10h, j'ai travaillé toute la semaine. Mais en fait lui il s'en fout, lui. Il s'en fout, enfin ce boulanger-là, parce qu'il y en a peu qui le font, il s'en fout parce qu'en fait son chiffre il est fait à 10h30, il a vendu tout son pain. Et plutôt qu'en faire plus de baguettes ou trop au risque d'en jeter pour gagner un peu plus d'argent et plus d'emmerde, il a fait le choix de se dire moi ça me suffit pour vivre, je préfère fermer à 10h30, soit être en famille avec mes enfants, soit potentiellement peut-être développer un autre business, écrire son bouquin d'ailleurs, petite parenthèse, écrire son bouquin pour vendre à d'autres boulangers, etc., etc. C'est cette logique en fait que je veux qu'on adopte ou que j'ai envie de vous partager à travers ce podcast. Voilà, de toute façon vous allez vite reconnaître ce mindset, on va dire. Donc voilà, créer sa communauté au plus tôt dans les conseils, avant même la création de votre blog. Le blog, c'est quand même un peu d'investissement en temps, en énergie, visuellement parlant, il faut du beau visuel, il faut que tout soit bien léché, comme on dit. Et bien moi, ce que je vous conseille, c'est d'avant tout, surtout de nos jours, encore plus de nos jours, créer votre communauté Insta, créer votre groupe Facebook. Tombez pas d'ailleurs dans l'erreur d'être sur TikTok uniquement ou sur Facebook, sur Instagram honnêtement, uniquement. Autant TikTok, je pense que ça peut se faire, comme ça c'est tellement à part que ça peut se faire. Autant Instagram, je pense que ça a été une erreur de ces dernières années que j'ai constaté. Pareil, je l'ai mesuré. Des gens qui, parce que eux passent du temps à titre personnel sur Instagram, se sont focalisés sur Instagram en se rassurant, en se disant que leurs clients étaient sur Insta. Oui, ils sont sur Insta, mais moi, toutes les études que j'ai faites, et pareil, je pourrais vous partager certaines si je gomme le nom de l'entreprise. Toutes les études que j'ai faites là-dessus, c'est que bien souvent, les gens, enfin pas bien souvent, 99% du temps, les 95% du temps, les gens sur Insta sont aussi sur Facebook, alors que l'inverse n'est pas vrai. Il y a plein de gens encore qui ne sont pas sur Insta et qui sont sur Facebook. Et quand on analyse le persona, votre cible, que ce soit votre client ou votre lecteur, et bien souvent on se rend compte qu'il est beaucoup plus perméable, actif sur Facebook, même si c'est vieillissant, même si c'est has-been, même si c'est pour les boomers. Factuellement, il est encore plus sur Facebook. Donc il est en train de se passer encore un effet inverse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les mailings adressés, c'est qu'en fait l'entreprise aujourd'hui qui a compris ça, elle va actionner, 80% son énergie, ses dépenses sur Facebook, et elle va laisser Insta les miettes pour les autres, comme j'aime dire, et donc elle va se friser quand les autres vont continuer de patiner dans la semoule sur Instagram. Encore une fois, c'est réel. Vous avez le droit d'être en désaccord, jugeons les faits. C'est comme ça, en tout cas moi tout ce que j'ai analysé, si on me prouve le contraire, franchement c'est avec plaisir, j'attends que ça, qu'on me prouve le contraire, c'est comme ça qu'on progresse, donc n'hésitez pas sur ce point-là aussi. Ensuite, dernier conseil, et on en aura fini, enfin, c'est qu'il faut s'inscrire toujours sur le long terme, dans son blog, ça je vous l'ai dit, pensez très très long terme, il faut que ça soit quelque chose qui vous suive à vie. Au moment où vous le créez, il faut que dans votre tête vous disiez, oui, toutes les planètes sont alignées, tous les indicateurs sont OK, c'est quelque chose sur ce sujet-là, dans la façon dont je veux le traiter, à vie, je pourrais vivre avec de cette manière. Même si j'ai des enfants, même si j'ai moins de temps, moi j'ai fait le choix, et je l'ai dit, justement c'est une façon aussi honnête de dire les choses, j'ai fait le choix de l'arrêter, je n'ai pas de regrets, j'aurais peut-être pu le revendre, mais c'était difficile parce que mon personnage était au centre de tout. Peut-être qu'un blog avec un peu plus de distance, un peu plus macro, dans l'analyse, dans les comparatifs, peut-être que c'est beaucoup plus facile, sûrement. Moi, c'était compliqué, j'avais pas envie et j'en avais pas besoin financièrement, on en revient toujours au même. Si on n'est pas tenu financièrement, on a le droit en toute liberté, en toute indépendance, de faire ses choix et ça, c'est génial. Et c'est ça que je veux que vous gardiez, c'est ça que je veux que vous enregistrez à travers ce podcast. C'est pour ça que je veux terminer vraiment ce podcast là-dessus. Alors désolé, je suis un peu speed parce qu'il y a eu beaucoup de sujets dans celui-ci, mais il faut essayer. Ça doit être le 5e épisode, donc voilà. Il y a vraiment beaucoup de sujets. C'est du livrable à 100%, on est dans du listing, mais j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, réfléchissez bien avant de vous lancer. Une fois que tout est aligné, vos planètes, vous foncez. Et je vous garantis que vous aussi, vous payerez votre maison, ou du moins une partie, avec les revenus de votre blog. Ciao!